Salut Antoine, comment tu vas? Hello Mathieu, tu vas bien? Ça va, tu m'entends bien, pas de souci? Ouais, je t'entends bien. Franchement, la qualité a l'air d'être plutôt bonne. Parfait pour moi aussi, tout est crystal clear. Je vois qu'il y en a qui commencent un peu déjà à rejoindre un peu. Bon, on va essayer peut-être de présenter un peu les choses en attendant. Donc là, pour le coup, c'est le live extrémophile. Donc, comme vous le savez sûrement, si vous me suivez moi pour le coup, et si vous suivez Antoine, je vais vous expliquer. J'ai lancé assez récemment, donc en novembre, je crois, le podcast qui s'appelle Zone Rouge. Et en fait, le but, c'est d'interviewer et de rentrer en contact et de bâtir toute une théorie autour des gens qui sont attirés par les sports extrêmes. Donc, je pratique plutôt le MMA. Antoine, plutôt les sports d'endurance. Et justement, en plus, donc ça va être un peu l'idée de développer un peu tout ça. Je vois que, par exemple, on a Maxime Bellego dans le chat. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà apparu deux fois dans le podcast, une fois où ça a déjà été publié. Donc, il est psychiatre clinicien pour le coup et c'est hyper intéressant. Donc, le but, c'est vraiment de bâtir une théorie pour essayer de comprendre pourquoi les gens sont attirés par l'extrême et qu'est-ce que ça dit de la société. Et donc, tu m'as contacté assez récemment, Antoine, on est rentré en contact, on s'est déjà parlé une fois et en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir des gens de plusieurs horizons. Là, pour le coup, mon horizon est plutôt tourné vers le MMA et j'aimerais vraiment ouvrir à ça. Et toi, pour le coup, ton histoire, elle va être assez... je pense parlante de tout ça. Est-ce que tu peux te présenter et dire un petit peu qui tu es, etc. Yes, pas de souci. Bah écoutez, bonjour à tout le monde, que ce soit ceux qui sont en Mmh. live actuellement ou ceux qui nous écouteront en replay. Déjà, est-ce que la qualité du son est bien? J'ai essayé de connecter le DJI pour le son. Est-ce que c'est bien ou pas? Vous m'entendez bien? Moi, pour moi, pour le coup, tout est OK Ok. là-dessus. Donc, non, mais je pense que ce sera bon. Puis, s'ils ont des retours, on le fera Ouais, au fur et à pas de mesure. souci. Je bois le thé en même temps, donc comme ça, Ouais, pas de souci. Bah, en tous les cas, merci Mathieu déjà pour l'invitation et pour me présenter très très rapidement parce que je pense qu'on aura Mm. l'occasion de parler un peu plus en détail de mon parcours et de ce que je fais actuellement et ce qui m'attire à faire ces choses-là aussi, c'est intéressant. Moi, c'est Antoine Tripose, je suis originaire de la Haute-Savoie, donc de la vallée de l'Arve, la vallée qui se situe vraiment entre Chamonix et Genève, plutôt propice pour les sports outdoor, les sports de montagne et les sports d'endurance. Et malgré tout, j'ai pas du tout commencé dans ce domaine-là. J'étais pas forcément attiré par la montagne ou le sport à l'époque. Mais par la force des choses, et c'est aussi le but du podcast, j'ai été amené à réaliser des challenges, des défis sportifs qui m'ont amené à me découvrir, qui m'ont amené à vivre, à ressentir des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de ressentir dans notre quotidien. Et au final, ça résume plutôt bien ce pourquoi je fais tout ça, D'accord. de façon très rapide. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que donc on a discuté et tu m'as envoyé une petite présentation et l'un des électrochocs en fait qui t'a permis de te lancer dans le sport, c'était le fait de t'être fait agresser. Ça me rappelle un peu l'histoire de Thibaut Inchek qui est pour le coup le youtubeur le plus Bah ouais. suivi de France et c'était vraiment de ça aussi où lui il s'était mis à la muscu et toi ça a été un peu aussi ce déclic-là. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qui s'était passé là-dessus? Bien sûr, très simple, période du collège, on est du coup voilà, au collège. Petite histoire en fait avec une fille. À l'époque, de toute façon, c'était un peu comme ça. Et en fait, il s'est passé quelque chose où l'ampleur de la situation a pris vraiment à dégénérer. Et un jour, sans vraiment qu'il y ait de raison, je sors de chez moi. Donc moi, faut savoir qu'à l'époque, j'habitais à littéralement 150 mètres du collège. Donc j'étais assez proche. En fait, il fallait que je sorte de chez moi à pied et j'étais au collège. Et je sors de chez moi, je fais littéralement, Mathieu, je fais 25 mètres pour sortir de chez moi. Et en fait, il y avait quatre personnes qui m'attendaient. Il faut savoir Ok. aussi que ma maison se situe à 50 mètres de la gendarmerie. Donc les quatre personnes m'attendaient entre la gendarmerie et chez moi. Ok. Et en fait, il était 7h45 du matin, tu vois, les cours commencent à 8h. Et je me Wow. suis fait littéralement tabasser ici, impuissant, parce que moi, j'ai aucune capacité à Mm. pouvoir me défendre. J'ai un rapport à la violence qui est assez lointain, étant donné que dans la famille, on m'apprend vraiment à éviter la violence et pas l'apprivoiser ou quoi que ce soit. Donc, j'ai Mhm. aucun rapport avec ça. Et donc, ce moment-là, il a été assez traumatisant parce qu'en fait, je ne sais pas me défendre, donc je subis, je me fais totalement défoncer, si on peut dire. Et j'ai la vision qui restera à vie gravée dans ma tête de moi en fait en train de rentrer à la maison, de revenir, et de mon père qui était encore là, qui allait partir au boulot juste après. Et mon père me voit en fait dans un état pas possible et je le vois encore. J'ai l'image parfaite vraiment Ouais. de le voir en train de courir de la maison pour essayer de les rattraper. Et cette image-là d'impuissance en fait de voir mon Ouais. père partir comme ça pour aller les poursuivre alors que moi j'étais totalement
impuissant par terre comme ça m'a créé une onde de choc, quoi, un déclic Mhm. où je me suis dit en fait je peux plus subir. C'est vraiment une question de survie. Je dois savoir me défendre. Je dois faire du sport pour être autonome en fait et pas Mais dépendre forcément des autres. c'est des gens que tu connaissais en fait C'est qui ça, t'ont ouais, agressé. c'est ça. D'accord. Donc c'était des bullies en fait à l'école ou ils Pas ont. forcément, mais en Ok. l'occurrence, bah, j'ai fini par en payer les frais à ce Ok. moment-là pour une histoire qui n'avait pas vraiment, qui avait ni queue ni tête, hein, très honnêtement. Ouais. Ouah, c'est fou. Donc, j'ai l'impression que de toute manière, donc là, tu me parles d'une époque où c'était le collège, mais là, les gens sont en tension de plus en plus aussi Bien sûr, actuellement. J'ai l'impression que le niveau d'énervement, les gens sont à fleur de peau bien sûr. au global, et donc en fait, l'escalade va assez vite. Mm. Et ça, pour le coup, ça devient assez angoissant, je trouve, en général. Et donc en fait, c'est ça qui a été ton électrochoc, et tu t'es dit que que t'allais te mettre en fait à faire du sport. Et t'as commencé par quoi en fait quand Alors t'étais à ce jeune? moment-là, vraiment, je Ouais. me dis bon, let's go, on va essayer de prévoir, Mhm, faire quelque chose. Donc je commence à aménager un petit peu le sous-sol de mes parents avec mhm, un banc de développé couché, un sac de mhm. frappe, puis je commence à faire deux trois trucs. Il y a vraiment aucune structure, hein. Ouais. C'est juste vraiment une réaction, un instinct de survie. Je te dis vraiment, ouais, je vais à Decathlon, je Mhm. prends les trucs et je fais du sport n'importe comment, mais j'ai besoin. C'est pour moi, c'était la solution, quoi. Et en D'accord. fait, le truc, c'est qu'en au lycée, il y a eu encore des événements comme ça Ok. qui se sont déroulés, mais cette fois-ci, bah, j'étais beaucoup plus autonome, j'avais commencé à me Mhm, développer, mais ça m'avait mis quand même une énorme pression. Je me rappellerai toujours. Donc l'idée, en fait, c'était simplement sur les réseaux. Donc de toute façon, faut savoir que c'est un sujet que tu connais très bien, mhm, mais très souvent, comme tu dis, les gens sont à fleur de peau. C'est très souvent lié à la plus grande qualité et au plus grand défaut de l'humain, qui est l'ego. mhm. Très Complètement. souvent, c'est ça en fait. C'est quelle est notre relation à l'ego et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre de côté ou pas avec l'ego. Et donc à ce moment-là, on est au lycée, pareil, une conversation Mhm. sur Messenger qui dégénère, ça s'insulte un peu sur les réseaux, puis le lendemain, bah voilà, Waouh. moi il y a quelqu'un qui m'attend à l'entrée du lycée, pareil, un mec qui vient d'un autre lycée qui me tacle, alors que c'était même pas avec lui que je m'étais Mhm. embrouillé. Et ça a mené du coup à une vraie baston derrière où on s'était donné rendez-vous devant tout Waouh. le lycée à l'arrêt de bus le mercredi à 11 heures, je me rappellerai tout le temps. Et là, c'était vraiment une autre ambiance parce que c'était préparé. Mhm. Là, c'était autre chose. Et donc, vraiment, ces deux événements-là ont fait que en fait, j'ai eu une nécessité de survie, de savoir me défendre et d'être autonome et de pas compter sur les autres et de devoir compter que sur moi-même. Et donc, Ouais, je vois très entre bien. ces Mhm. deux événements-là du collège et lycée, c'était suffisamment d'éléments pour moi de me dire que, allez, bah, Fallait. on y Ouais. va, je m'entraîne, je commence à structurer les choses, un peu de sport de combat, un peu de sac de frappe, un peu de force pour gagner un peu plus en musculature. Et puis, Mhm. bah, après, c'est pas développé comme ça, hein, mais au Mhm. fur et à mesure du temps, on va dire que ça a lancé un petit peu la machine, quoi. Ok, ouais, je vois très bien. Tu sais, c'était en fait, je trouve ton intervention d'autant plus intéressante que en fait, on a développé un questionnaire pour justement savoir quel type d'extrémophile vous êtes. Donc, ce que nous on appelle extrémophile dans la théorie. Donc, en fait, j'ai développé cette théorie avec un ami à moi qui vient de Nice, donc qui s'appelle Tanguy. Je crois pas que je l'ai vu encore dans le chat, mais ça ne saurait tarder qu'il nous rejoigne. Et en fait, pour moi, l'un des critères de base, c'est quelle a été votre réaction en tant qu'enfant, la première fois que vous avez fait face à une situation dangereuse? Est-ce que Hum, la réaction, c'est la fuite slash la peur? Est-ce que c'est la paralysie? Ou est-ce que c'est directement d'aller dans l'affrontement? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une partie de génétique qu'on pourrait presque dire d'inné dans le rapport qu'on va avoir face à l'extrême. Je, je sais que moi, assez vite, j'étais dans l'affrontement et le test. Euh, je saurais pas exactement expliquer pourquoi, mais probablement aussi ouais pour des questions d'ego. Mais parce que par exemple, tu vois, moi, enfin, je me suis fait agresser plusieurs fois, mais je me souviens d'une fois où j'étais en Australie et en fait, je rentrais d'un bar un peu éméché et je marchais, je me fais en fait et en face, je vois trois, quatre personnes qui arrivent en face. Donc je change de trottoir, je les vois qui changent de trottoir et ma réaction plutôt que de me dire bah vas-y, je me mets à courir dans l'autre hum, sens pour les semer parce que j'avais du temps, je me suis dit bah c'est pas grave, je vais les affronter. Et en fait, ils sont arrivés et on a commencé à se battre. Je me suis fait ouvrir l'arcade assez rapidement, mais je me suis pas démonté en fait. Et le fait que je me démonte pas a fait ils ont fini par partir. Mais j'avais une sacrée balafre, etc. Je suis allé jusque chez les pompiers un peu plus loin et ils m'ont recousu comme ça. Voilà. Et puis je suis rentré chez moi et j'avais la belle trace.
mais ma réaction de base était plutôt l'affrontement, et c'est en grandissant que justement je suis devenu plus rétif Mm. à ce genre de manifestation-là. En fait, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être gravissime, Ah ouais. et Ah ouais, bien sûr. que les conséquences pouvaient être absolument horribles. Donc, je me suis raisonné au fur et à mesure. J'étais plutôt le genre de personne où dès qu'il y avait quelqu'un qui me manquait de respect, je montais au créneau, Mm, et mm. j'avais pas trop peur. Mais par contre, avec le temps, ouais, je me suis un peu calmé. Et toi, pour le coup, les sports extrêmes vers lesquels tu as été, d'abord, ça a été, je dois me remettre en forme. On est d'accord, c'est ça ta réaction première, Alors, c'est la course. voilà. Mm. Voilà, ouais, c'est souvent en fait une réaction naturelle. Donc à l'époque, c'était une question de survie parce que bah il fallait que Mhm. je sache me défendre. Et après plus tard, ça a été une perte de poids, donc fallait que je Ouais. change mon physique. Mais ça a toujours été une réaction comme ça. Mais c'est vrai que tu vois, là il y a là où un point où moi je me reconnais pas du tout en toi, c'est que Mhm. moi c'était pas du tout instinctif et que vraiment, Ouais. comme je te l'ai dit, au sein de ma famille, on, on esquivait la violence quoi. Ouais. Et très émotionnel. J'ai eu c'est une qualité et un défaut pour moi d'être très émotionnel de ma mère. Donc moi j'ai beaucoup d'amour à donner, mais ça a été très dur pour moi plus jeune à Mhm. gérer toutes ces émotions-là. Et c'est vrai que je me reconnais plus dans la paralysie quand il y a des moments trop Ouais. stressants ou des événements qui se passaient. C'était paralysie. Et je me rappelle encore à l'époque, c'était impressionnant. Dès qu'il y avait un événement où vraiment, même tu sais, un débat où Quelqu'un t'arrives pas causait le trop. ton. Ouais, Ouais, voilà. J'avais les émotions au point que limite j'en pleurais, tu vois. ouais, je vois très bien. C'était impressionnant en fait. J'avais tellement pas l'habitude Mhm. des conflits, ce genre de choses. Et donc, bah forcément, j'ai dû travailler sur ça énormément. Je pense beaucoup Mhm. plus que pour des personnes qui ont cette capacité un peu plus instinctive, comme tu dis. Ouais. Mais ça a été un élément qui m'a quand même beaucoup perturbé, période surtout du collège, début lycée, quoi. D'accord, je vois genre. Mais c'est très intéressant. Ils font quoi comme travail, et quel type d'environnement t'avais en Mm. grandissant avec tes Alors, parents? ouais, c'est une très bonne question. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont encore ensemble. Mhm. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance, faut le dire, Ouais, c'est hein. rare. Ça me donne aussi le meilleur des modèles possibles pour ma future Mhm. vie. Mais je suis très conscient que c'est une chance. Et bah, tout s'est bien passé dans ma famille. Il y a eu peu de décès. Déjà, c'est Ok. important de le savoir. Moi, j'ai encore tous mes grands-parents qui sont encore en vie. J'ai Ouais. aucun très proche à moi qui est mort aujourd'hui. Donc c'est Ouais. vrai que, en fait, tu vois, j'ai tellement peu vu la désolation, la mort, la violence que Mhm. j'étais pas habitué à ça. Et Ouais. pareil dans mon quotidien, mes parents, ils ont ils ont des tafs qui sont bien, il y a un salaire décent. Ouais. Ok. Bon, tu vois, ils ont leur logement, tout va bien, on a vécu avec eux, on n'a jamais manqué de rien. Donc en Ok. fait, on n'a jamais eu de choses vraiment négatives, tu vois. Ouais, Ou je alors vois les très bien. choses négatives pour nous peuvent paraître subtiles à l'époque Mm. pour d'autres personnes. Tu sais que c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, le rapport à la mort, je crois qu'il est absolument central dans ce côté d'accoutumement. En fait, on se rend pas compte à quel point les gens s'habituent à plus ou moins toutes les choses. J'ai déjà eu d'ailleurs ce débat avec Mm. certaines personnes. En fait, je pense que si tu montes de plus en plus, comment dire, la violence, en fait, elle te fera pas de mal à proprement parler. Je me souviens être allé donc à Battier, et Battier, en fait, c'est le village de Francis Ngannou. Je sais pas si tu vois qui Ok, c'est, bien sûr, bien sûr. ancien champion heavyweight de l'UFC. Et en fait, j'y étais allé juste avant le combat qui lui fera d'ailleurs gagner le titre, etc. Et j'étais donc à la Francis Ngannou Foundation, qui était l'endroit où il donnait les cours gratuitement aux enfants. Et en fait, je me suis rendu compte extrêmement vite que eux, leur rapport à la mort, il n'était pas du tout le même que le mien. J'arrive, sur le chemin, il y a un gros accident de voiture, et en fait, je vois un homme avec quasiment la tête fendue, et tout un village, ou en tout cas une vingtaine de personnes qui essayent de désincarcérer la personne, mais à coup de hache et ce Mm, genre de mm, choses. Donc en réalité, c'est extrêmement violent. Donc ils arrivent à sortir la personne, mais déjà dans ma tête, je me dis, mais tu sais, pas de minerve, rien du tout ouais. en fait. Donc Mm, ils sortent la personne elle a le crâne fendu. C'était pas la première personne, enfin décédée que je voyais, mm, mm, mais quand bien même, je vois à quel point c'est choquant. Donc j'arrive dans ce village après, donc je suis pas particulièrement choqué, mais je me dis putain, oui, ça c'est fou, ce rapport-là change. Ensuite on arrive, je me rappelle aussi être allé au marché, et en fait au marché tu avais les carcasses des animaux qui étaient dehors, ouais. et qui coupaient en fait directement sur une espèce de grande table en bois avec le sang qui coulait, etc. Et en fait, tout de suite, ce qui me fait me dire que c'est différent, c'est que bah, les enfants savaient ce que c'était la chasse, Mm, ils mm, voyaient
de leurs yeux les animaux qu'on dépeçait. Et en fait, ils avaient déjà un rapport à la mort. Les accidents de voiture sont quand même assez monnaie courante de là-bas, notamment parce que la consommation d'alcool est pas très comment dire, enfin les gens boivent et conduisent, c'est assez courant. T'as beaucoup d'enterrements qui viennent et qui sont des moments de fête, et donc c'est en fait relativement courant. Et en fait, le rapport à la mort qu'ils ont, il Différent. est vraiment Mm. vraiment totalement différente de celui que nous on pourrait avoir. Et donc ils sont moins choqués. Il y a des choses en fait où eux ça leur paraît assez logique. En plus, bon bah physiquement, je veux dire, ils sont tout le temps mobiles. Il n'y a pas particulièrement la télévision à part dans certains endroits du village. Et en plus, tu choisis pas forcément tes chaînes. Internet n'est pas non plus Bah diffusé ouais. de dingue. Donc en réalité, ils sont tout le temps dehors et ils bougent. Donc en fait, leur rapport même à la violence, aux choses, il est complètement différent. Donc je comprends bien ce que tu dis et je suis pour le coup assez d'accord. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, pour le coup, toi, ta réaction par rapport à cette violence-là, ça a été plutôt de te réapproprier ton corps, c'est-à-dire de redevenir maître de tes capacités, de ce que tu pouvais faire. C'était un peu ça l'idée. Ouais. Ok. En fait, en prenant du recul, j'ai remarqué que parce que bon, très souvent, les gens et tu le sais, je pense par Mm. expérience, mais les gens qui vont faire beaucoup de choses dans leur vie ou qui vont voilà prendre une espèce de revanche sur la vie, c'est les gens qui ont vécu des choses fortes et qui Mhm. veulent soit fuir totalement ça et avoir une vie totalement différente, ou soit ils vont utiliser ça comme une essence, comme une rage pour accomplir de grandes choses ou peu importe. Quand on vit enfin, quand on commence avec une vie comme la mienne, en soi, on n'a pas de raison de se Mhm. donner plus dans la vie. On n'a Ouais. pas de raison en fait. On n'a pas de besoin de se donner plus dans la vie parce que bah voilà, les choses sont faciles, les choses sont simples, viennent naturellement. Et moi, ce qui a été vraiment l'élément déclencheur pour moi, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre d'être normal, d'être comme les autres. Ouais. J'avais vraiment une profonde envie en moi de me démarquer et d'être connu par qui j'étais, qui je suis, ce que je peux apporter au monde. Et en fait, ça m'énervait tellement d'être trop normal et d'être trop dans les cases Mm. que ça a commencé en fait à me créer une espèce de rage, la rage d'être trop normal en fait, d'être trop dans les cases. Et Ouais. c'est à partir de là où vraiment j'ai commencé à dire ok, là il faut que je fasse les choses différemment, là il faut que je trace ma voie selon mes termes à moi et on va faire des sacrifices et on va bosser pour ça et let's go quoi. Et Donc en du fait, coup, t'es vas-y. créé l'extrême dans ta vie, mais de manière entre guillemets artificielle slash choisie. C'est-à-dire Ouais, toutes les ouais, c'est un peu difficultés que tu ça, n'avais ouais. pas eues, tu t'es dit bah vas-y, je vais aller par exemple me mettre des défis personnels pour aller voir de quelle boîte était fait et pour aussi évoluer Mm. au fur et à mesure de tout ça, je pense. Ouais, C'est un j'avais peu envie. ça l'idée. C'est ça, j'avais envie de me démarquer, j'avais envie de Mm. d'avoir une signature, de laisser mon empreinte et de pas juste rester dans les codes, dans les cases quoi. Ça a été vraiment un gros élément déclencheur ça. Mais au fur et à mesure du temps, tu sais, ça n'a pas été un Mhm. déclic. Ouais, C'est vraiment en fait une ça a rétrospection sur maturé. ma vie Ouais, quoi. Ouais, en ça. revoyant ma vie, je me rends Mhm. compte que ça a été mon essence, ça a été mon gasoil quoi. Ah, c'est hyper intéressant. Tu sais, je regardais une étude il y a pas si longtemps et en fait l'étude parlait justement de la génération Z qui avait grandi avec enfin les mangas etc. et les Naruto et tout ça. Et en fait, il semblerait qu'ils aient développé une psyché assez particulière, une envie un petit peu, une volonté un peu shonen, comme on pourrait voir par exemple avec Kaizen, avec Inoxtag, Bien etc. sûr. Une Mm, envie mm. de faire des choses, de se pousser qui face à l'adversité aussi, au lieu de s'écrouler, d'essayer de refaire des choses. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant parce que tu peux ne pas avoir une vie entre guillemets un peu simple, mais voir à travers tes lectures, à travers aussi ton expérience Bien sûr. personnelle, Mm. des choses qui vont pouvoir un peu se développer, etc. Est-ce que toi, par exemple, c'était un peu ça aussi? Est-ce que par exemple la lecture ou ce genre d'histoire-là, ou par exemple, parce que je sais que c'est comme ça que tu as découvert Zone Rouge, c'est par l'épisode sur Laurie Lag, donc qui est un aventurier avec une vie absolument incroyable. Allez suivre, enfin allez écouter le podcast, c'est à mon avis l'un des meilleurs qui a été fait Mm, mm. jusqu'ici sur Zone Rouge. Et donc en fait, est-ce que tout ça, ça t'a un petit peu la lecture, le fait par exemple aussi de te plonger dans des films ou dans des trucs comme ça, est-ce Bah que ça t'a... forcément, comme beaucoup de personnes, je me laisse beaucoup inspirer par Ouais. ce que je consomme, que ce soit du contenu en lecture, en film ou peu importe. Moi, j'aime beaucoup l'inspiration et je me laisse inspirer et c'est aussi ce qui me pousse à moi aussi à mon tour inspirer. Ouais. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu fais pas grand-chose avec l'inspiration, tu Ok. vois.
Et c'est aussi pour ça que je pense que tu vois, Louri, voilà, c'est l'exemple typique, c'est que les gens qui vont aller le plus loin avec le plus de rage, c'est ceux qui ont pas Ouais. besoin de fake, tu vois, ils ont pas besoin de Mhm. fake leur rage en fait, elle vient de choses qui sont ancrées chez eux. Et Mhm. moi, ça a été ce que j'ai voulu chercher en fait, j'ai cherché, j'ai creusé en moi ce qui allait pouvoir me permettre d'avoir une essence en illimité. Parce Je que comprends. l'inspiration, c'est bien, on est tous inspirés. Là encore, il y a une semaine, la semaine dernière, j'étais dans une université pour parler un petit peu de mon parcours. Mhm. L'université Annecy, c'est la deuxième conférence en université que je fais cette année. C'est bien, tu donnes de l'inspiration, tu parles de ton parcours, c'est bien. Mais le lendemain, les gens, s'ils n'utilisent pas cette inspiration-là pour passer à l'action concrètement, ils auront déjà oublié et c'est terminé. Ouais, mais une belle histoire, elle Je suis peut d'accord. motiver, elle peut motiver des gens. Par exemple, est-ce que toi, il y a quelque chose dans ta vie, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier? La chose qui, quand tu la racontes, tu sens il y a quelque chose qui se passe, que ce soit pour toi, en toi et envers les autres à qui tu partages cette histoire-là. Bah déjà, une des plus grandes fiertés de ma vie, c'est la famille que j'ai aujourd'hui Mm, et la force qu'on a ensemble et ce que j'ai envie aussi mm, de répliquer dans ma ouais, propre famille. Mais si plus précisément sur mon parcours, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est le mouvement en fait mm, que j'ai vraiment adoré chez moi, c'est que j'ai toujours été dans la capacité de me renouveler, de ok. changer mes passions, de changer mon entourage et, et sans se dire qu'on est en train de se perdre, mais justement en acceptant qu'en fait on change tous. Tu vois, ce que je te Mhm, dis aujourd'hui, peut-être on refait un live dans un an, peut-être que je te dirai ouais, des choses totalement. Et j'adore ça, en fait, j'adore ce mouvement mm, et quand je vois ma vie et que je prends du recul, j'adore le fait que j'ai été capable de pouvoir changer drastiquement d'identité plusieurs fois pour respecter qui je suis mhm, vraiment et respecter ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie. Ça, c'est pour moi une grande fierté parce qu'aujourd'hui, ça fait peur le mouvement. Ça fait peur de changer de job du jour au lendemain. Ça fait peur de changer de relation ou d'arrêter sa relation si on n'est vraiment pas bien. Ça fait peur de partir dans un nouveau pays, de voyager seul. Il y a plein de trucs qui ouais, font peur. Mais ouais. pourtant, le mouvement, il est nécessaire. Il est très formateur. C'est Victor Hugo qui disait ça, pour s'améliorer, il faut changer, et pour être parfait, il faut changer souvent. Hum, hum. Et je suis assez d'accord avec ça. Et le mouvement a quelque chose aussi en fait, l'action. Pour être même plus précis que ça, j'ai beaucoup dans mes proches des gens qui souffrent un petit peu, tu vois, même de dépression et de ce genre de choses, et qui finissent par dire ouais, il faut parler, il faut parler, il faut parler. En fait, j'ai l'impression aussi que souvent la parole, le fait d'en discuter, il est secondaire. Le plus important, c'est de lancer l'action, faire Ah quelque oui, mais chose, complètement. bouger. Et une fois que tu bouges, là, pour le coup, tu peux réussir à faire des choses et à et à enclencher des trucs. Et toi, pour le coup, c'est aussi ça que tu te lances un nouveau défi là en avril. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Bien sûr. Eh bah oui, dans 24 jours, une connerie comme ça, je Mhm, prendrai le départ du coup d'une backyard. Donc le backyard, c'est un format de course qui est assez nouveau, qui a été développé aux États-Unis, qui consiste tout simplement à effectuer une boucle en mhm, courant de 6,7 km ouais, chaque heure. mhm, Il y a plusieurs types de formats. Donc il y a le format, le vrai backyard ultra qu'on appelle, où en fait il n'y a pas de limite de temps. La seule façon de terminer la course, c'est soit d'abandonner, c'est fou. soit d'être le dernier survivant. Donc imaginons qu'il y a 200 personnes qui prennent le départ, il y aura un seul gagnant, c'est la personne qui n'a pas abandonné, et tous les autres seront ce qu'on appelle DNF, Did Not Finish, c'est-à-dire qu'ils Mhm. n'ont pas terminé en fait. C'est incroyable comme concept. Incroyable, incroyable. Donc Ça veut, ouais, c'est surtout mental en fait, parce que c'est ça. de un, chaque heure on fait un même parcours. Mhm. C'est-à-dire que quand tu fais un ultra trail, l'UTMB, bah oui, c'est très exigeant, oui c'est très dur, mais Ah tu vas oui, oui, voir bien quand sûr. même, tu traverses quand même 3 pays, tu vois le Mont Blanc, Mhm. c'est beau, t'as plein de choses pour te distraire. Quand tu fais la même boucle de 6,7 km chaque heure pendant une durée Ouais, indéterminée, là c'est pas la même. ouais, complètement. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que mentalement, tu as le côté en fait, il faudra de toute façon, même dans ta réussite, que tu abandonnes. Ah oui, Et le ça, c'est total, fou. exactement. Ça, c'est fou. Ça veut dire que c'est une course où l'abandon sera Mm, donc c'est mm. vraiment un dépassement de toi et Ouais, toi-même. oui, oui. Et franchement, hyper intéressant. Et t'en as déjà fait pour l'instant ou ce sera une première? Officiel, j'en ai jamais Hmm. fait. J'en ai Ok. déjà organisé avec ma communauté, parce qu'on organise des trails, des sorties chaque Ok. semaine. Donc j'ai Ok. déjà organisé des simulations de backyard, des Mhm. fois de 5 books Mhm. maximum, 10 books maximum. Et le but, c'était de pouvoir tester un petit peu tout ça. Mais Mhm. officiel, vraiment où je me suis laissé aller au maximum, non, j'en ai jamais fait. Donc là, ça va vraiment être une découverte. Ok. Et tu t'entraînes comment? C'est quoi là à peu près je sais pas comment tu fais ta préparation, on pourrait dire? Ouais, ouais, c'est ça, c'est une Mhm. préparation. Donc moi, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai commencé une préparation, sauf que ce mois de mars il aura été très perturbateur étant donné que je me suis Ouais. blessé. Donc j'ai eu Ah. 2 blessures, j'ai eu une entorse Ok. sur une faute de mouvement sur un parcours, donc qui m'a coûté 2 semaines d'arrêt. Et là récemment déchirure à l'épaule.
Mhm. Donc voilà. Mais Ouais. la préparation c'est quand même bien passé. C'est pas 2-3 semaines qui vont changer tout le plan. Donc Ok. je suis assez confiant par rapport à ça. Et la préparation, elle va se passer déjà sur un volume assez élevé. Ok. Étant donné que dans tous les cas, dans ce type de format, tu vas aller faire un volume que t'as pas l'habitude de faire. C'est pas Mhm. comme si t'avais voilà, tu fais un trail, tu sais que tu vas faire 70 kilomètres, bon, tu sais. Là, Ouais. dans tous les cas, tu sais que tu vas faire quelque chose que t'as peut-être jamais fait. Donc, il faut faire un gros volume déjà. Deuxième point super important, c'est que moi, ma backyard, elle est beaucoup plus dure que 99% d'autres backyards. C'est qu'en fait, Mhm. il y a du dénivelé. Mhm. Ça grimpe, ouais. Voilà. Donc, chaque boucle de 6,7 kilomètres, il y Ouais. a 330 mètres de dénivelé. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que je fais 10 boucles. Ouais. Oui, j'ai fait 67 kilomètres, mais Mais t'as j'ai fait aussi fait, 3 300, ouais, ouais. Mhm. voilà, voilà. Mhm. Donc, il faut faire aussi, du coup, beaucoup de terrain technique et de montagne et de Ouais. dénivelé dans la préparation. Donc, la préparation, elle va se baser sur un gros volume de kilométrage et aussi de dénivelé positif. Là, par exemple, ça faisait 6 semaines que je naviguais aux alentours des 40 à 60 kilomètres par semaine avec environ 1500 à 2000 de D+, pour commencer à m'habituer. Et je m'apprêtais du coup à augmenter beaucoup plus la charge avant mes blessures. Et là, Mhm. là, je sors un petit peu de mes blessures, donc je reprends beaucoup de volume. Mais, point super important, dans ce type de format, il faut pas oublier que il y a d'autres choses à travailler. Et il y a pas que la technique de course, il y a pas que le Ouais. volume, il y a aussi le mental. Parce que le mental se travaille. Il faut se préparer mentalement. Bien sûr. Typiquement, faire des choses redondantes. Donc Ouais. trouver une boucle ou une côte et faire que ça pendant une certaine période de Mhm. temps. Travailler la nuit, parce que faut pas oublier que moi, ma compétition va commencer à C'est vrai. midi. Donc en fait, au bout de 8 heures de course, je vais déjà être dans le début de la nuit. Ok. Donc pour une personne qui n'a jamais couru dans la nuit, qui ne sait pas se repérer, qui ne sait pas comment il va réagir au froid, au terrain Mhm. technique, la visibilité, le travail avec une lampe torche, il faut s'entraîner en fait. Tout ça, ça s'entraîne. Ouais. Et le dernier point, au-delà des choses redondantes et de travail mental, c'est la nutrition. Quand on s'apprête à courir pendant des heures pour certains, des jours pour d'autres, parce qu'il y a des records qui ont été faits, hein, Mhm. ça représente le record du monde, je crois que c'est entre 700 et 800, et 800 heures, pour te dire. Wow. C'est Voilà, fou. c'est le truc. J'irai jamais Oui, à ce niveau-là, on est bien j'imagine. d'accord. Mhm. Mais voilà, quand tu vas faire en fait un effort aussi long, en fait, il faut avoir une stratégie de nutrition qui est bonne. Parce qu'il faut alimenter ton corps, parce qu'il faut garder l'énergie. Il faut aussi une stratégie au niveau vestimentaire. Parce que quand tu vas courir pendant peut-être 24 heures, bah, il faut des nouveaux vêtements. Il faut réfléchir s'il pleut, comment tu fais. Donc voilà, il Mhm. y a vraiment beaucoup de préparation à faire. C'est pas que du kilométrage, c'est pas que du volume. C'est aussi tout le reste. C'est aussi de la gestion, c'est aussi de l'organisation, c'est aussi de la nutrition et c'est aussi du mental. J'ai presque envie de dire, euh, dans tes premiers tours, ton but, c'est quasiment d'arriver au taquet. C'est-à-dire que ton heure, tu la finisses quasiment à avoir fait tes 6 kilomètres et quelques. Donc, que tu arrives à faire ça. Sur les premiers tours, en tout cas, que tu arrives à faire ça. Et ensuite, que peut-être tu accélères un peu pour avoir peut-être un peu de temps de repos, un peu de temps pour te changer. Et ce genre de choses. Donc, ça rentre aussi dans ta Ah réflexion. bah là Mathieu, là on parle de Euh, stratégie et c'est vrai que ouais, c'est un domaine qui est énorme parce ouais. que chacun a sa propre stratégie. Il y en a qui vont finir en Mhm. 55 minutes Ouais. le tour pour au moins être sur une allure très faible et pas Mhm. dépenser trop d'énergie. C'est ça. Il y en a qui vont terminer en 40 minutes pour avoir 20 minutes de repos, avoir le temps de manger. Mhm. Il y a forcément des boucles. Tu sais que tu dois te changer ou manger. Ouais. Bah faut que tu finisses plus tôt. Ouais, il y a beaucoup de gestion, ouais, il y a beaucoup de stratégie. Ah, c'est fou, parce que ça veut dire aussi que si tu as foiré ton tour, entre guillemets, bah, potentiellement, tu dois attendre peut-être le tour Bien sûr, suivant, peut-être parce que tu as eu, je sais pas, une petite crampe bien qui sûr, t'a duré un peu. Donc, c'est quand même aussi beaucoup d'adaptation, mais totalement. c'est quand même globalement quelque chose de gravement stratégique. Et Mm. tu vois, je trouve ça intéressant parce qu'on avait déjà échangé dessus. En fait, la préparation sportive reste quelque chose de profondément entrepreneurial. Toi, tu as monté des boîtes. J'y pensais en Ouais, plus. c'est ça. C'est un Et business. mais C'est un en fait, business. c'est un business, mais déjà, ne serait-ce que de réussir à te dégager du temps pour aller t'entraîner. Quand toi, c'est pas ton métier, le fait d'être sportif, quand au-delà du fait que ce soit pas ton métier, mais que t'en tires pas un bénéfice à proprement parler, ça te demande aussi un engagement qui est non négligeable. Moi, je sais qu'actuellement, par exemple, j'ai beaucoup de mal à aller m'entraîner. C'est quelque chose où j'ai beaucoup de difficultés. Alors, je m'entraîne toujours à minima tout seul. Je vais Mm. courir, je vais faire de la préparation physique et des choses comme ça. Mais tout ce qui est mon spécifique, donc le fait d'aller m'entraîner, d'aller faire un peu de grappling ou un peu de MMA, j'ai beaucoup plus de mal. Mais Mm. donc toi, pour le coup, c'est une stratégie où aussi tu dois te développer et avoir entre guillemets tes critères. Tu dois, je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que tu as un travail actuellement? Je sais que tu as encore 2 boîtes qui sont C'est encore ça. actuelles. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, t'es 100% en gestion de tes 2 boîtes C'est ça. Alors, j'ai une boîte où on est 5 dessus et c'est une boîte vraiment où on va organiser une exploration de groupe à Ok, l'étranger une fois par an. Donc ça me demande peu de d'accord. travail de quantité sur l'année. Ok, Ça, c'est intéressant. vraiment, voilà, on travaille sur un projet, ça dure, le Mhm. projet dure
par exemple 6 mois, on bosse 3 mois de préparation, 3 mois après pour communiquer, on clôture, après on Mhm. passe à autre chose. Et le temps qu'on met dessus, c'est forcément moindre par rapport à tout le reste. Ok. L'autre boîte qui est Born for More, donc Né Ouais. pour plus, ça c'est Mm. ma boîte où je bosse tout le temps, quoi, tous D'accord. les À jours, quoi. plein temps? Ouais. Ok. C'est ça. Et donc là, cette boîte-là, elle consiste en quoi? C'est simplement, donc c'est un mouvement, et le mouvement, il y a plusieurs activités filiales dedans, mais la plus grande, celle qui me prend tout le temps, c'est Mhm. d'accompagner des athlètes, des aventuriers, Ok. à préparer leurs compétitions sportives, leurs challenges et leurs aventures. Imaginons, je te donne un exemple très concret. J'étais avec Céline en appel il y a pas si longtemps que ça. Mhm. Céline, elle prépare la traversée du lac d'Annecy à la nage en Trop. Ouais. autonomie. Donc c'est pas une compétition, c'est en autonomie. C'est Mhm. un projet qui lui tient vraiment à cœur dans la Ok. natation, parce qu'elle adore les sports d'eau. Donc là, l'idée, c'est que moi, je vais la préparer déjà au niveau de l'entraînement. Donc je lui fais tous les programmes Ok. d'entraînement chaque semaine. Mhm. J'analyse avec elle. On a un appel tous les 2 semaines. On fait un point dessus. Mais aussi, je vais venir avec elle à Annecy en Mhm. paddle pour l'accompagner sur la traversée, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Je vais préparer une stratégie de nutrition aussi pour le jour J, Ok. préparer aussi le parcours. On va bosser, tu vois, sur tout le projet. En fait, c'est vraiment une gestion de projet avec la personne. Non, c'est hyper intéressant. Donc en réalité, c'est comme si à chaque fois, tu accompagnais une entreprise dans la réalisation de son projet, mais avec une date entre guillemets ou en tout cas Ouais, un voilà. objectif final. C'est hyper Ça, intéressant. c'est très Ouais. important à dire, c'est que je travaille avec aucun athlète, aucune personne qui n'a pas Mhm. d'objectif bien précis. C'est Je trop bien. travaille uniquement avec une personne qui me dit Antoine, moi, je veux faire le marathon de Paris, moi, je veux faire Mhm. Ultra Trail, moi, je veux faire la traversée en vélo de l'Europe. Je travaille que avec des personnes qui viennent avec un projet, ou s'ils en ont pas, on en trouve un ensemble. Mais moi, j'ai besoin qu'avec lui et moi, on Trop ait bien. une date et on va jusqu'au bout, quoi. Et on va atteindre ça, En fait, réaliser ça. je suis persuadé que c'est le plus important. En fait, les gens, s'ils ne se fixent pas d'objectif, en fait, ils se démotivent. J'irais même plus loin. Le fait de payer quelqu'un, euh, Ah oui, de payer un coach ou quoi que 100%. ce soit, ça va t'aider à réaliser ton, 100%. ton objectif. Si tu le fais pas, probablement même que tu vas Bien sûr. c'est pas que tu Parce vas que échouer, mais ça va être t'as difficile. une contrainte en plus de devoir de rendre des comptes en fait à cette C'est ça. personne-là. Je suis Et d'accord très avec toi. souvent, des fois, la plupart des personnes n'arrivent pas Mhm. à commencer une nouvelle routine ou quelque chose d'assez long en termes de régularité et de consistance s'il est tout D'accord. seul. Et donc, quand on a une autre personne, c'est sûr que ça nous donne une raison de plus de devoir être consistant, régulier, constant plutôt. Donc voilà, je suis d'accord. Il y a un truc, je suis tombé sur une chaîne YouTube très récemment. Attends, j'essaye de la retrouver. Parce qu'en fait, il parlait de ça et je l'ai trouvé il s'appelle Christophe Poli. Je vais le marquer dans le chat Ouais, pour que vous je regarde en même puissiez. temps. Christophe Christophe. Poli. Donc c'est son nom. Donc il fait de la vulgarisation scientifique. Je le trouve. Alors déjà, il est passionnant et c'est très très bien monté. Et il a fait un contenu en fait sur notamment sur l'IA et le danger des écrans. Alors ouais, c'est celle-là. Danger des écrans, piège du scroll infini, etc. Ok, Et dedans c'est en bon, fait, je l'ai, ouais. ouais. Et dedans, en fait, il passe par notamment l'expérience de 1000 grammes et les choses comme ça. En fait, donc si les gens ne savent pas ce que c'est, l'expérience de 1000 grammes, c'est donc tu as un médecin, en face, tu as un acteur et tu vas lui envoyer en fait des électrochocs qui sont des faux électrochocs, mais lui va jouer le fait de mettre des électrochocs. Le médecin te dit, eh ben, si vous dépassez ce seuil-là, c'est mortel. Et en fait, il y a 65% des gens qui dépassent justement parce que le médecin les encourage à le faire. Et en fait, cette expérience, elle est née autour du procès de Deichmann, je crois que c'est ça. Je sais pas si tu vois ce qui c'est. C'était Non, un gars qui est, enfin bref, qui faisait partie des SS, etc. Et donc qui a été capturé, envoyé en Israël pour faire un espèce de procès très médiatique, dont Hannah Arendt par exemple a parlé, et elle parlera notamment de banalité du mal. Et en fait, lui, ce qu'il expliquait, c'est que la seule chose qu'il faisait, c'était respecter les ordres. Euh, tout ça pour dire, allez écouter cette vidéo parce qu'elle est très intéressante sur les mécanismes qui font qu'on peut hacker entre guillemets notre cerveau. Donc comment les entreprises comme super par intéressant ça. exemple réseaux sociaux, etc. En fait, elles te donnent comment dire des comment dire un peu de dopamine immédiate, comment les likes ça fonctionne. Certains font aussi de la rétention de likes pour t'en donner en Mm. fait d'un coup d'un seul pour que ça te sécrète des choses, pour que tu passes le maximum de temps en fait devant ton écran. C'est quelque chose de négatif, mais la réalité c'est que si toi tu as des objectifs à te fixer, tu peux utiliser ces hacks de ton cerveau pour hacker 100%. ton propre cerveau. Bien sûr. Et pour moi, le fait d'avoir des objectifs fichés, il y en a plein qui disent par exemple, tu vois, les 10 000 pas par jour.
Bah, la réalité, c'est que ça, c'est un objectif qui est, entre guillemets, facilement atteignable. Et que si tu te fixes l'objectif de te dire, bah, je vais faire toujours mes 10 000 pas par jour, bah, potentiellement, tu vas t'y tenir, en fait. Et si tu Mm. as parié de l'argent dessus, je t'assure que tu vas y mettre, Ouais. que tu vas y mettre de la volonté. Mm. Mais, Une, une des ouais. raisons, juste pour Mm. donner un exemple à ce que tu dis, typiquement, c'est de, en fait, annoncer un objectif à sa famille ou à ses Exactement. proches. Ça te Ouais, donne une raison de plus de ne pas abandonner parce que les gens sont au courant de ce que tu t'apprêtes à faire et de ce que tu tout te à dis fait. faire. Ça, c'est un des exemples qui te permet d'avoir encore plus de raisons d'aller au bout de ton projet, quoi, en fait. La sanction sociale, je pense que c'est l'ostracisme. C'était l'une des condamnations dans l'Antiquité grecque la plus grave. C'est le fait de sortir de ta communauté et, et, bah, et de vivre en fait entre guillemets seul. Donc tu as raison. Le fait de fixer des objectifs, c'est quelque chose qui est Ouais. profondément central. Et ça nous amène aussi sur une partie de la théorie. Donc retrouver aussi dans les liens que je mettrai sur le profil. Donc j'ai rédigé un essai qui s'appelle Par-delà l'instinct. Et en fait, c'est justement essayer de créer une typologie des gens attirés par l'extrême. Et dedans, il y a aussi la partie de validation sociale, le fait aussi comment dire, de chercher à briller socialement. Et je sais que toi, pour le coup, c'est aussi quelque chose que t'as répondu, en tout cas dans le questionnaire, où ça te parlait aussi. Mm, mm. Ouais, la voie de la désirabilité sociale. C'est comme ça, j'avais perdu le nom. Est-ce que tu peux un petit peu en parler et à quel point, pour le coup, toi aussi, c'est quelque chose qui te motive? Est-ce que ça te motive pas? Comment t'as réagi par rapport à ça? En fait, en tout cas, moi, dans ma vision des choses, je pense qu'on peut beaucoup lier ça aussi à l'ego. Mhm. Et c'est vrai que même si ce n'est pas ma raison principale pour laquelle je réalise des gros challenges, Ouais, des aventures et que je crée du contenu par exemple aussi, forcément, ça joue aussi beaucoup. bien C'est-à-dire sûr. que on est là aussi pour nourrir un peu son ego et je pense que l'ego toxique n'est pas dans la capacité à nourrir son ego, mais à ne pas servir ça pour les autres. Je suis d'accord avec ça. Selon, selon moi, c'est ça en fait qui va vraiment juger l'utilisation de l'ego. C'est vraiment est-ce que tu vas utiliser ton ego que tu nourris Mhm. certes pour le bien des autres, pour autrui en fait. Et Ouais. donc c'est ce que j'essaye de faire, c'est que forcément, quand j'ai des personnes qui vont me féliciter pour un challenge, qui vont me motiver, qui vont me supporter, forcément ça me fait plaisir. Forcément, ça peut me motiver aussi à réaliser plus de choses. Mais l'objectif derrière, c'est que j'utilise cette énergie-là Mhm. pour inspirer d'autres personnes, pour lancer des projets, pour créer des déclics peut-être. Pour moi, c'est là en fait la notion que j'aime bien, et j'ai pas de mal à dire que moi aussi, bien sûr, ça me stimule, et c'est Tout à normal. fait. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et moi, ce que je trouve très intéressant aussi là-dessus, c'est que le rapport à l'ego, il change aussi en fonction de ta, euh, je vais dire presque de ta nationalité, mais en tout cas de ta culture à proprement parler. Parce que par exemple, tout un pan de l'Asie, notamment chez les personnes chinoises, en fait, ils n'ont pas forcément besoin de ce rapport à l'ego. Le fait, par exemple, de faire ça pour sa famille, pour l'amour de sa famille, pour faire briller sa famille, peut suffire pour rendre fière sa famille, peut suffire à nourrir quelque chose. Mm. Mais c'est vrai C'est que je vrai. pense que en Occident, le moteur de l'ego reste aussi un moteur important. Et je pense que par contre, tu as raison, il ne peut pas être l'unique moteur d'un 100%. projet. Si ton unique moteur, c'est de briller, etc., en fait, ça tiendra pas sur Exactement. la durée. Et là, ça nous emmène vers la dernière voie, en tout cas, qui est dedans, c'est donc la voie transcendantale, le fait de chercher du sens ou en tout cas d'avoir un rapport au sens dans ta pratique extrême. Et ça, pour le coup, je suppose que toi, c'est quelque chose Ouais, qui te parle, le dépassement de soi, etc. Le fait totalement. de réussir peut-être à rentrer dans une forme de méditation. Je sais que j'ai eu cette discussion, par exemple, là, donc le dernier podcast qui est sorti avec Alexis Landau, donc qui fait du free solo. Ils sont 5 personnes dans le monde à faire ce qu'il fait. Donc, il gringue des buildings sans corde. Incroyable. Et lui, pour le coup, ce qu'il cherche, c'est cette espèce de paix mentale, le Mm. fait de ne plus entendre le bruit constant qui se passe dans sa tête. Et en fait, son seul moyen, c'est de risquer sa vie pour le faire. Et est-ce que toi, tu as vécu des choses qui ressemblent à ce genre ouais, de sensations-là? En fait, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que c'est un constat que j'ai fait d'abord sur moi et que j'ai vu en Mhm, fait chez tout le monde. Et je me rappellerai toujours d'un moment où je l'ai encore remarqué, c'était parce que j'habitais à Lyon avant, donc j'avais des bureaux pour mon entreprise à Lyon. mhm, Et un jour, je rentre, non, je vais au taf et je suis dans les transports et en fait, je vois tout le monde sur le téléphone. En fait, mhm.
Vraiment, je me suis dit, vas-y, ben, on va essayer de regarder combien de personnes Ouais, n'ont pas quelque chose devant les yeux. Et j'ai vu 0 personne dans toute la trame de métro bondée le matin. Et en fait, impossible. Ouais. tout ça pour dire, aujourd'hui, malheureusement, l'humain est sous constante euh, Stimulation. stimulation, que ça soit Mm. dans les oreilles au niveau de la musique, Tout à fait. Ouais. des gens autour, Mhm. d'écouter un podcast. Et c'est bien, il y a des points forts pour tout, on est bien d'accord. Mais en Mhm. fait, le problème, c'est qu'on n'a jamais le temps d'être seul dans son esprit, de pouvoir Ouais. se poser les bonnes questions et de réfléchir aux choses importantes. Et Ouais. ce que ça cause sur le long terme, c'est que l'humain n'arrive plus à prendre des décisions. Déjà, oui, rapidement. Mhm. Deux, Mhm. cohérentes. Et de Mhm. trois, on n'arrive même plus à se poser les questions, en fait. C'est même Ouais. pas une question de trouver les réponses, c'est on n'arrive plus à se poser les questions. On prend plus le temps de le faire. Et c'est vrai Plus le que temps de pour moi, s'ennuyer. On prend plus le temps de s'ennuyer et on prend pas 100%, le temps du silence. Le fait de marcher, par exemple, sans but, totalement, ça n'arrive pas. totalement. Et vas-y, je te laisse Excuse-moi. continuer. Et du coup, en fait, moi, ce que j'apprécie aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles ça me donne du sens ce que je fais, c'est que, en fait, que ça soit dans mes entraînements, mes compétitions, mes Mhm. aventures, c'est là mon silence à moi et c'est là. Mhm. C'est là où, en fait, où j'arrive à tout déconnecter et d'être Mhm. vraiment moi et moi-même dans mon cerveau et d'arriver à prendre des vraies décisions dans ma vie. Comme Exactement. typiquement, devoir totalement clôturer une entreprise et de passer à autre chose, de devoir déménager à l'autre bout du monde et vivre 2 ans en Mhm. Suède, de devoir rentrer de la Suède et revenir ici, de Mhm. devoir changer mon entourage, de devoir quitter une ancienne copine, quoi que ce soit. Tu vois, des décisions, en fait, qui sont Mhm. importantes parce que j'en ai besoin au fond de moi. Et les réponses, on les a tous au fond de nous. Mais si on prend pas le temps d'être seul dans sa tête, comment on veut prendre des décisions? Je me rappelle dans le premier bouquin que j'ai publié qui s'appelle Le tisseur de rêves, il y avait un chapitre qui s'appelait À ceux que le silence effraie. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment un mal-être de notre génération, mais plus généralement de beaucoup de personnes actuelles, de se dire que le silence n'est plus une option. Le but, c'est d'essayer de tout le temps être stimulé. Et cette stimulation constante fait que on a peu le temps de la réflexion et de la méditation. Euh, je me souviens souvent, enfin, l'exemple que je donne pour ça, c'est Spinoza. Spinoza, qui a été donc l'un des philosophes les plus influents ouais, on va dire de ces 1000 dernières années. Il compte parmi, en tout cas, dans le top 10 des plus influents. Et ben lui, il était souffleur de verre. Et en fait, les meilleures idées, en tout cas, c'est ce qu'il disait, les meilleures idées qu'il a trouvées, c'était en soufflant du verre et en faisant quelque chose d'autre. Je sais plus comment. C'était comment? J'ai un autre, un très grand physicien, Friedman, je crois qu'il s'appelle. Et lui, il a trouvé ses meilleures idées en jouant au billard, en fait. Et tu vois, toutes ces choses-là, on se rend pas compte à quel point le fait d'occuper ton cerveau à faire Mm, autre chose, ton cerveau va quand même tourner et trouver peut-être des métaphores qui vont te débloquer des bien choses sûr. dans ta vie actuelle. Donc ça aussi, je pense que c'est central. Euh, Et tu c'est vois, un... Vas-y, tu vas-y. tu parlais de silence. Le dernier film de Mathieu Blanchard s'appelle L'appel du Ouais. silence. Ouais, voilà. Donc tu vois, C'est lui ultra pareil, important. un extrémophile pur et dur qui a vraiment incroyable comme trajet. En plus, je sais qu'il était avec Laurie il y a pas si longtemps que Bien ça sûr. pour faire Traversé. ouais. Et alors je crois que c'est lui d'ailleurs qui a fini. Laurie ne l'a pas terminé Oui, et, c'est et, et ça. Mathieu a fini premier Ah, de tout ça. exactement. Et donc hyper intéressant aussi comme défi. Et en fait, ce que je trouve aussi très intéressant là-dessus, Hartmut Rosa, je sais pas si tu vois qui c'est, je vais Non, aussi le noter dans le chat. Alors, non, ça me dit rien comme ça. c'est un sociologue allemand que je partage de manière assez régulière. Alors attends, parce que je crois que je me suis trompé, je sais plus si c'est écrit exactement comme ça. Enfin bref. Et en fait, lui, il a développé une théorie qui s'appelle accélération du temps et aliénation. Et en fait, il expliquait que plus la technologie augmentait, plus en fait on accélérait entre guillemets le temps. Donc les gens dorment moins. On a accéléré notre manière de pouvoir échanger des messages. Avant, il fallait s'envoyer des lettres. Maintenant, on s'envoie des mails. Ce qui devait nous faire gagner du temps nous en a fait perdre parce qu'en fait, au lieu d'envoyer une seule lettre, et ben, vu que les mails sont beaucoup plus faciles, on en envoie une centaine par jour, etc. Et en fait, maintenant, tu dois traiter tes mails et ça te prend du temps. Bref. Et donc face à toutes ces problématiques de l'accélération du temps, du fait qu'avant, je sais pas, tu étais boulanger et probablement que ton petit-fils, voire ton arrière-petit-fils, allait être boulanger, Hmm. et ben maintenant les changements sociaux prennent moins de temps. Ils sont même à l'intérieur même d'une génération. C'est-à-dire que potentiellement, toi comme moi, on fera plusieurs métiers à Hmm. l'intérieur même de notre vie. Moi déjà, c'est le cas et toi aussi. Ben, moi Et en aussi. fait, Ouais.
Et donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu exister il y a ne Mm. serait-ce qu'une cinquantaine Bien sûr. d'années, peut-être un peu plus. Mais avant, c'est plusieurs générations qui mettaient pour faire changer quelque chose. Et maintenant, à l'intérieur même d'une génération, les choses vont changer et vont même cohabiter. Tu as des personnes qui peuvent avoir une manière de vivre comme leurs parents, papa, maman, les enfants, le chien dans une banlieue, et d'autres qui vont vouloir voyager, qui vont être célibataires une grosse partie de leur vie. Et donc, en fait, tout ça a changé. Et la théorie suivante de ça, donc face à cette accélération du temps, le but de Arthur Rosa, c'était de retrouver une forme de, j'allais dire de paix, mais c'est pas exactement ça, mais de trouver en fait une résonance au monde. Et c'est d'ailleurs le titre de son livre qui s'appelle Résonance. Et en fait, son but, c'est d'essayer de trouver à certains moments des choses euh, où tu te dis, ah en fait, je suis là au bon endroit. C'est la bonne chose que je fais et ça a du sens en fait, de retrouver du sens dans ce qu'on fait. Et je pense que la pratique sportive est un exemple de cette quête de sens profonde. Il y a des moments où, moi, l'exemple que je donne souvent pour parler de résonance, c'est que donc, j'ai vécu 1 an en Australie et quand je suis reparti d'Australie donc pour aller en Asie, j'avais pas de plan. Mm. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, mais j'avais pas peur. Et en fait, je partais avec mon sac à dos et en fait, j'ai regardé la ville dans laquelle j'avais passé un peu de temps et en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est un moment riche d'opportunités. Et ce moment de résonance, je pense que quand vous l'avez trouvé, votre but, c'est d'essayer de le faire revenir le maximum de fois. Le Ouais. fait de se fixer des objectifs, des dépassements de soi, je pense que c'est central. Je crois que même le fait de bouger au global, c'est quelque chose qu'on doit tous faire en fait. Bah oui, parce qu'en fait, on se sent vivant. Mhm, Et que malheureusement aujourd'hui, à cause de bien sûr tous les changements qu'il y a eu, mhm, quand on reste trop dans la même position, on a tendance déjà à s'y habituer et à bien avoir sûr. de plus en plus du mal de sortir de cette situation-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as commencé un boulot, ça fait 5 ans que tu fais ça. Ah, mais maintenant, va changer du jour au lendemain de boulot, de changer d'activité, de vivre d'une passion. Ah là, c'est compliqué. Donc ouais, plus on reste dans un cadre, plus on reste dans un moule, plus c'est dur d'y sortir. Et ça, Et, c'est un fléau pour beaucoup de monde. et comment tu pousses les gens justement? Par exemple, imaginons dans ton métier, quelqu'un vient te voir en disant, bon, j'ai pas d'objectif actuel, mais j'ai envie de sortir de mon quotidien. Comment tu vas le conseiller pour essayer de se relancer? Alors, c'est très très bonne question. En fait, quand tu m'as dit ça, j'ai eu plein d'exemples en tête. Et c'est vrai J'imagine. que moi, très souvent, je suis franc. Mhm, Et je pense que les gens ont besoin de ça. Aujourd'hui, on mhm, manque de personnes qui sont directes. Et je vais te donner un exemple très concret, hein, mais vraiment ultra concret. Une personne qui s'appelle Mathis, qui vient de Belgique, mhm, à côté de Bruxelles, qui m'a contacté il y a début 2026, qui m'a dit Antoine, j'ai regardé ta vidéo YouTube, donc j'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle L'art du mhm. mouvement. Justement, on parle de Ok. mouvement. Il m'a dit j'ai regardé ta vidéo YouTube, en fait j'ai envie de vivre, j'ai envie de me sentir vivant et je me sens pas vivant dans ce que je suis aujourd'hui. J'aime pas mon boulot, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mhm, Bref, je t'épargne les détails. Et moi, très souvent, quand je vois qu'il y a vraiment un effort de communication avec moi, j'appelle direct la personne. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours mené à des bonnes choses. Donc, mhm, je lui dis, donne-moi ton numéro de téléphone, je l'ai appelé. Et en fait, à la fin de l'appel, je lui ai dit, Mathis, t'as beaucoup de peur pour peu de risques. Donc oui, il voulait changer de travail, etc. Mais il avait plein d'opportunités à côté. Donc je lui ai dit, bah, Mathis, c'est parti, t'as 1 mois. Euh, je vois à quel point ça fait des mois que tu traînes dedans, que tu ne bouges pas. Tu vas, euh, tu vas commencer à t'inscrire en intérim, tu vas commencer à préparer le truc, tu vas quitter ton travail, tu vas commencer ça, commencer. Et je leur fais un plan et je leur dis cache en fait les choses qu'ils ont mhm, vraiment besoin d'entendre et qui se disent à eux-mêmes, mais qu'ils n'ont pas le courage de réaliser. Et dans peut-être 50% des cas, 60% des cas, les gens ne vont pas forcément le faire parce que ça demande beaucoup d'énergie. Mais les mhm, gens qui le font, en fait, ils passent le pas qu'ils n'ont jamais osé de passer et pour le bien au final. Et en l'occurrence, Mathis, bah voilà, il a changé totalement de travail, il a commencé à courir, à reprendre la forme, de se retrouver, de reprendre confiance en lui, de prendre du plaisir au quotidien, chose qu'il ne faisait plus mhm. depuis très longtemps, et de voir en fait l'impact que tu peux avoir positif. C'est exceptionnel et c'est très gratifiant. Et je trouve que en tant qu'humain, de se sentir utile et de laisser un peu son empreinte comme ça, de cette façon-là, je trouve que ça te donne une confiance en fait qui est indestructible, tu vois. T'auras beau te Je dire comprends. devant le miroir, te regarder devant le miroir, te dire t'es le plus fort, t'es le plus fort, t'es les trucs de motivation, Mhm. ça te donnera jamais la même force que d'avoir réussi à aider quelqu'un.
profondément. À changer quelque chose dans sa vie et dans sa manière de réfléchir les choses. Je suis totalement d'accord avec ça. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant ta manière de voir les choses et de les conseiller. Parce que souvent, en fait, quand j'ai beaucoup voyagé autour, ouais, j'allais dire de mon boulot, mais en fait, je créais mes boulots pour voyager. J'ai vécu longtemps au Brésil, en Amérique du Sud en général, en Australie. Et en fait, j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient ah, mais t'as la vie parfaite, j'adorerais faire ce que tu fais. Mais la réalité, c'est il y a jamais rien qui a retenu personne, en fait. Oui, Euh, carrément. et souvent, ils sont pas conscients aussi de toutes les difficultés Bien sûr. que ça suppose. Il y a des moments pas drôles, il y a des moments aussi de grande solitude, des moments où c'est difficile. Mais le fait de le faire, en fait, c'est ce qui va créer l'engrenage et te faire vivre beaucoup d'expériences. Et je trouve ça important, en effet, que les gens se motivent aussi à faire ces choses-là. Et aussi, parfois, être conscient que tout le monde veut la liberté, ou en tout cas, dans la parole, dira, ouais, je veux être libre, je veux faire ci, je veux faire ça. Sauf que dans la réalisation, ils seront assez peu, justement, à sauter le Bien pas. sûr. Pour reprendre l'exemple des extrémophiles, il y en a plein qui se disent, je veux être champion UFC, etc., mais ne seront pas prêts au sacrifice Bien sûr. de tout ça. Et ça, pour le coup, je l'ai vu plein de fois. Sur la chaîne, on a eu, par exemple, Delphine Benwesh, qui est donc combattante Ares actuellement, donc dans la catégorie des moins de 52 kilos. Et en fait, elle se donne les moyens de dingue. C'est-à-dire, elle fait all-in sur tout ce qu'elle fait. Et elle est exemplaire dans sa manière de réagir et même dans sa réflexion entrepreneuriale vis-à-vis de son sport. Donc, elle va se donner tous les moyens pour réussir. Et ça, je trouve ça passionnant et hyper inspirant. Ouais. Quand tu la vois Ah en ouais. fait se dire, bah, je fais pas d'écart. Elle prenait l'exemple par exemple, donc elle avait un combat en septembre et elle était invitée en loge à l'UFC. Donc et elle disait, bah forcément j'ai envie d'y aller. Et je veux dire l'UFC, je suis invité en loge, forcément j'ai envie d'y aller. Sauf que ça voudra dire bah, aller me coucher à 23 heures, Mm. voire plus tard le temps de revenir. Bah en fait, je peux pas parce que je combats dans une semaine. Elle a raté aussi l'anniversaire de son frère qu'elle kiffe pour les mêmes raisons. Donc en Mm. fait, il faut comprendre aussi qu'au-delà même des strass et des paillettes et des objectifs, tes objectifs, c'est aussi des sacrifices. Donc il faut que tu fasses un espèce de bilan coût-avantage, de te dire, suis-je capable de mettre entre guillemets ma vie de côté ou d'accepter de prendre des risques Mm. pour atteindre cet objectif-là. Et est-ce que toi, par exemple, t'as des moyens pour justement que les gens tiennent leurs objectifs? Ouais, alors je rebondis Ou juste sur ce que tu as comment? dit qui était Ouais, intéressant. vas-y, C'est que dis-moi. moi j'aime bien dire qu'il y a un prix à payer pour tout en fait. Il y a un price Mhm. tag pour tout. Et que très souvent Ouais, quand on pense à prix à payer, les gens vont directement penser à une quantité d'argent. Mais en fait ouais, non. Il y a un ouais. prix à payer pour tout et c'est juste est-ce que tu es capable d'accepter de payer ça ou pas. Et faut Mhm. être aussi d'avoir une certaine maturité pour se rendre compte de ce qu'il faut payer pour obtenir quelque chose. Et tu vois, je rebondis encore plus sur ce que tu as dit, mais dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est Mhm. devenu une tendance de créer un Ouais, bien business, sûr. de Mhm. lancer un projet, de créer une activité. Et très souvent, les gens vont penser que dans l'entrepreneuriat, ça y est, il y a une grosse vague sur les jeunes surtout, hein. Oui, ça y est, tu choisis tes horaires, tu sais, t'es libre, Mhm. tu travailles quand tu veux, machin. En fait, un Ouais, entrepreneur, un vrai, qui va créer une boîte, mais il va travailler 10 fois plus qu'un salarié, tu vois. c'est sûr. Il y a pas de liberté. T'es encore moins libre. Mhm. Honnêtement, Mhm. au début d'une boîte, t'es encore moins libre qu'un salarié. Ah, mais c'est sûr, Parce que c'est s'il y a sûr. pas de cash qui rentre, il y a pas d'heure, en fait. Tu travailleras Mhm. le soir, faire des nuits blanches, il y a pas d'heure. C'est ça, c'est une question de survie. Un client qui te paye mal, entre guillemets, donc qui a un mois de retard, toi, ça peut te foutre Mm. dans la merde. Moi, ça, Bien sûr. c'est des choses que j'ai vécues et c'est vrai que c'est compliqué à mettre en place. Et toi, justement, pour hacker ton cerveau, comment tu fais justement? Quand t'as pas la motivation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Ouais. va Alors, te faire bouger? tu m'as posé la question juste avant, tu voulais que je te dise par rapport à mes athlètes ou les Ouais, autres ouais. gens de ma communauté ou par rapport à moi? Ouais, bah en fait les deux parce que je suppose que ce que toi tu veux, ce qui va fonctionner pour toi, en tout cas tu vas le proposer à tes athlètes. Après Mm. je suppose que Mm. tu dois avoir aussi des profils différents et tout le monde ne Bien marche sûr. pas à la même motivation. Mais au global déjà commence par toi et voir après comment tu étudies entre guillemets tes athlètes Alors, c'est marrant parce qu'au final, au fur et à mesure de la conversation, on en a dit plusieurs. Déjà, le Mhm. premier, c'est que c'est sûr que quand tu proposes un service payant, Ouais. eh ben, ça oblige beaucoup plus la personne à devoir des changements. Mhm. Parce que bah, tu t'engages. En fait, c'est un Ouais. engagement. Moi, je suis derrière toi. Moi, je vais bosser. Moi, je vais mettre de mon temps. Moi, je vais mettre de mon énergie pour ton Mhm. changement. Donc Ouais. déjà, tu as une pression de te dire, waouh, faut que j'y aille parce que lui, il m'attend. Lui, il va bosser pour moi. Mhm. Deuxième chose, les objectifs.
moi, si j'ai basé aujourd'hui mon business Brand for More sur la réalisation d'un objectif avec une personne, c'est parce que je sais que les gens ont besoin d'avoir ça en fait. Ils ont besoin Mhm, d'avoir une deadline, quelque chose qui les stimule et qui leur permet d'aller au bout. Pourquoi? Parce que j'ai vu que pour moi, c'est exactement ce qui marchait. Quand j'ai mhm, commencé la course à pied au tout début, je faisais 95 kilos. C'était une question de perte de poids, donc plus de vitalité. Euh, Au fur et à mesure, ce qui m'a permis de continuer et d'en arriver là aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec mon père, on s'est dit, bah, c'est quoi pour le fun, on va se mettre un semi-marathon pour tester. mhm. Et puis après le semi, on s'est mis un trail. Et puis après ça, on s'est mis un ça. Et en fait, au fur et à mesure des échéances et des compétitions qu'on a prévues, moi, j'ai développé une routine, une régularité, une constance. Et puis voilà. Puis après, bah, j'en suis venu au niveau que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai toujours eu des objectifs, Mhm. que ça soit des compétitions ou autres. Et donc, ça, c'est vraiment deux points déjà importants. C'est l'engagement Ouais. et ensuite d'avoir des objectifs. Maintenant, il y a plein d'autres façons de faire. Moi, typiquement, je sais moi, j'aime bien gamifier. Ok, moi j'aime beaucoup la gamification, de rendre plus fun Mhm, ce que tu vas faire. Donc mhm, typiquement quand j'ai créé Boundformer au tout début, j'avais l'idée de créer un écosystème où l'athlète, il va aller dedans, il va pouvoir mhm. voir tout ce qu'il a déjà réalisé comme objectif, tous les objectifs qu'il va bientôt réaliser avec des images, avec des choses vraiment stimulantes, avec son programme, son calendrier. Et le but c'est que quand il se connecte dessus, putain, ils se disent, voilà, let's go, quoi. Dans 50 jours, J-50, j'ai mon objectif, j'ai déjà réalisé ça. Putain, c'est vrai que j'ai déjà réalisé ça l'année dernière, j'ai déjà réalisé ça. Ça, c'est mes performances en ce moment, mes records. Là, j'ai mon calendrier. En fait, ça les stimule encore plus à aller au bout. Donc moi, j'aime beaucoup gamifier, de rendre plus fun, en fait, quelque chose qui ne l'est pas forcément. J'aime Ouais. beaucoup ça. Et je pense que la ludification, c'est l'un des principaux. En fait, faut- pour être plus prosaïque que ça, les animaux, et on est des animaux, apprennent par le jeu. Donc si tu ne gamifies pas, si tu ne ludifies pas, tu n'arriveras pas à te maintenir de l'intérêt sur le long terme. On le voit aussi dans la pratique des sports de combat, notamment. Si tout ton truc c'est très carré, etc., si tu Mhm. prends aucun plaisir, bah, tu tiendras pas longtemps en fait. Tu vas t'écrouler au fur et Bien à sûr. mesure, et dans ce cas-là, tu n'arriveras plus à tenir les choses. Donc, fixer des objectifs clairs, les noter, t'engager face à ces objectifs devant une communauté slash ta famille, euh, et ensuite donc gamifier pour que tes étapes soient entre guillemets moins difficiles C'est à ça. suivre. Et retrouver aussi, je pense, notamment par exemple par rapport à la nourriture, des choses qui sont bonnes, agréables, même Oui. quand la privation est là. Faut prendre du plaisir. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Faut Mm. prendre du plaisir. Ok. Et Et tu, vas-y, dis-moi. il y a un autre point aussi que j'aimerais bien dire, Mhm. c'est que aujourd'hui, avoir un objectif, c'est pas suffisant. Déjà, de un, il faut savoir pourquoi on veut le faire réellement. Mm. Pourquoi en fait? Juste la question de pourquoi. On en parle tout le Ouais. temps sur les réseaux. Et ça paraît bullshit quand je le dis comme ça, mais pourquoi on veut aller là en fait? Pourquoi je veux perdre du poids réellement? Pourquoi Mhm. je veux monter un projet? Pourquoi je veux réaliser ce trait-là? Qu'est-ce qui nous pousse réellement au fond de nous d'y aller? Parce que Ouais. si tu ne sais pas ce pourquoi, au moment de doute, au moment où ça deviendra trop dur, ce sera trop simple d'abandonner. Par Et te contre, mens pas aussi, parce qu'il y en a bien plein qui sûr, vont dire je le fais pour ça, etc. Alors qu'en réalité, c'est ça. Donc pas il du faut tout. trouver au fond de nous en fait la vraie raison pour laquelle on veut réaliser quelque chose. Déjà, c'est super Mhm. important. Et la deuxième chose, c'est que oui, on a un objectif, ok, on l'a mis en place, Mhm. mais il faut structurer cet objectif-là. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, quand j'ai un objectif, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le monde sportif, ou mes athlètes, quoi que ce soit, c'est que, en fait, je vais te comparer ça avec un marathon. Ou Mhm. alors un ultra trail ou un trail. Moi, quand je suis en compétition dans une aventure, je vais jamais me dire, ok, bah, je te prends l'exemple de la moitié de la traversée de la France à vélo. Donc, il fallait faire 500 kilomètres et 4500 mètres de D+. Jamais je vais partir et je vais être au premier kilomètre et je me dis, il me manque 499 kilomètres. Parce que ça va te paraître trop loin, ça va te demander Mhm. trop d'efforts et tu vas te dire, c'est pas possible. Le but, c'est de split, de Mhm. séparer en fait cet objectif-là en mini-objectifs pour Ouais. que ça soit plus simple à réaliser, que tu avances dans une constance qui est un peu plus intéressante. Donc par exemple, sur le 500 km, eh ben allez, bah, je vais aller à Vienne. Je suis parti de Lyon, je vais aller à Vienne. OK, 1h30 Mhm. de vélo. Et boum, et après je continue, et je continue. Et en fait, je me fais des micro-objectifs pour que le gros objectif paraisse plus simple. Donc c'est une approche en fait qui est ce qu'on appelle en mathématiques incrémentale, c'est-à-dire tu fais des petits pas par petits pas pour C'est qu'en ça. fait tes objectifs intermédiaires te paraissent tellement accessibles qu'en fait tu vas les faire. Par Totalement. exemple, euh,
Moi, c'est souvent cet exemple-là que je donnais parce que c'était marrant. C'est quand j'étais juste avant de partir en Australie. Donc, j'avais fait mon master de sciences politiques et de droit. Et en fait, je voulais pas commencer un boulot que j'avais la chance, enfin la possibilité d'apprécier. Et en fait, je suis devenu ce qu'on appelle margeur. Donc, je travaillais dans une imprimerie où je remplissais en fait des grosses machines, etc. C'était un boulot où je faisais quasiment les 3-8. Je travaillais je sais plus, je crois que c'était 21 heures jusqu'à 7 heures du matin. Waouh. C'était dur, ouais, c'était chiant de ouf. Et en fait, c'était volontaire aussi parce que comme ça, je savais que j'allais pas vouloir faire ce métier. Mais tu vois, je splittais ma journée de travail ah, 4 heures sont passées, plus que la moitié. Ah, plus que 2 heures. Et en fait, en me faisant des espèces d'étapes, etc., en me disant, par exemple, tiens, je vais aller prendre mon café à telle heure. Enfin, je bois pas de café, mais c'était du thé, mais on s'en fout. Et en fait, en me faisant ces espèces d'étapes, ma journée passait relativement plus vite. Donc, ça veut dire que donc, si je résume pour que tout le monde puisse comprendre, donc c'est fixer des objectifs, euh, devenir vocal sur ces objectifs, donc que tout le monde sache que tu fais des objectifs pour que le fait que tu ne les respectes pas soit plus difficile et en tout cas que la sanction sociale fasse que tu as véritablement envie de les mettre en place. Ça veut dire aussi souvent payer pour avoir ces objectifs parce que ça c'est pareil, c'est un engagement, c'est quelque chose qui va t'engager. Une fois que tu as fixé ces objectifs, fixer des objectifs intermédiaires. Mm. Et après, on avait dit Gamification. et gamification pour que tes objectifs intermédiaires soient plus faciles à mettre en Ouais. place. Donc, on est d'accord que c'est un peu toi, ta logique, C'est ça. Ok, Franchement, c'est super. ça, ouais. Encore un autre exemple, imaginons, par rapport au splittage d'objectifs, Mhm. imaginons que demain, j'ai envie de faire une conférence, de réaliser une conférence. C'est sûr que quand tu n'as jamais fait de conférence et que tu dis, bon, je veux réaliser une conférence, ça te paraît énorme le boulot que tu as à faire. Ouais. Du coup, tu pars du gros objectif. Ok, je vais faire une conférence. Mais qu'est-ce que ça veut Mhm. dire? Ça veut dire trouver une Ouais. université. Ça veut dire avoir un discours. Ça veut Ouais. dire m'entraîner à la communication. Ok, m'entraîner à la communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des exos tous les jours 15 minutes pour ma communication. Ok. Trouver une université, ça veut dire quoi? Ça veut dire préparer un mail que je peux envoyer à 20 universités. Et tu vois, en fait, en splittant en mini-objectifs, mais ça devient concret en fait. Ça En devient fait, concret et on va ouais. vraiment commencer à réaliser ces petites tâches qui vont nous mener à ces mini-objectifs, qui vont nous mener à la réalisation de l'objectif tout court. En fait, ce que j'ai l'impression dans ce que tu me dis, c'est que comment je pourrais le formuler. En fait, comment dire, ce qui est important, c'est véritablement de comprendre ce qui, toi, va te motiver. Donc, d'avoir un vrai aspect psychologique. Ouais. Et ensuite, une fois que tu as réussi à te hacker, à continuer, en fait, à te pousser. Et ouais, je trouve que c'est central là-dessus. Et, et en plus, je pense que les gens se rendent pas compte. Ils sous-estiment souvent. Non, on va le formuler comme ça. Les gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire dans une journée, mais sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire s'ils sont constants dans le fait de la réaliser. Par exemple, si tu te fixes une to-do list, c'est ma grande spécialité, les to-do list, je fais ça tout le temps. Et ben dans ma to-do list, je sais pertinemment que si je me fais une to-do list de ma journée, je ne finirai pas ma to-do list de ma journée. Par contre, si je prends plus de recul, si par exemple j'ai une to-do list sur le mois, je sais très bien que je l'aurai terminé avant que le mois finisse, tu vois. Mm. Si je me liste véritablement toutes les choses que je vais avoir à faire en disant ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important, tu dois livrer ça, tu dois livrer ça, tu dois livrer ça. Et je sais très bien que j'y arriverai, probablement en 2 semaines. Mais par contre, sur ma journée, c'est impossible. Donc en Mm. fait, il faut aussi être capable de faire ça. Et moi aussi, l'une des techniques que j'ai pour hacker mon cerveau, c'est qu'il faut que je commence par des tâches où c'est agréable pour moi. L'un des trucs que j'adore, c'est ranger des choses. Donc en fait, quand je fais par exemple, juste avant de passer à du montage, je vais renommer mes fichiers, je vais Ok. réorganiser mes fichiers, écouter par exemple l'interview, me mettre les timecodes des choses que j'ai à rechercher, et une fois que j'ai fait ça, je télécharge tout et je fais ça. Et ça, en fait, moi, ça me fait gagner du temps. Et en fait, ou alors monter une petite vidéo et ensuite passer au montage d'une Ok. grosse De vidéo. la Et grande. en Ouais, fait, ouais. exactement. Et en fait, c'est vraiment le fait d'hacker son cerveau. Et je pense véritablement, là, pour le coup, c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai chevillé au corps. Si vous êtes un extrémophile, ou en tout cas si vous aspirez à faire quelque chose de votre vie, il faut fonctionner un peu comme ça, à te tendre en fait des perches Mm. et réussir à les mettre en place. Et là-dessus, pour le coup, vous réussirez de manière certaine à, 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 à entreprendre des choses, à faire des choses. Mm. Donc, Mais t'as raison sur un point, c'est que surtout les extrémophiles,
on voit grand en fait. On a envie de réaliser Mhm. des grandes choses. On a beaucoup d'ambition, on a beaucoup d'envie, on a beaucoup Ouais. de d'idées. Mais le problème, c'est que si justement on fait pas tout ce mécanisme en fait de splitter un objectif, de poser les Mhm. choses, etc. En fait, ça va paraître trop gros, trop loin. Tu vois, tu veux faire une traversée de vélo de 5000 kilomètres. Oui, c'est Ouais. super, t'as l'idée. Oui, c'est super, t'as l'envie. Oui, c'est super, tu vas en parler à tout le monde. Mais Mhm. en fait, on commence par quoi? On va où en Mhm. fait? On fait quoi concrètement? Et donc c'est là où justement il faut quand même être assez méthodique et que oui, tu peux être un très bon sportif, mais il faut être un bon entrepreneur ou du moins être bon en organisation et bon en gestion de projet aussi. C'est-à-dire que tu peux pas juste être bon sportif ou alors il faut t'entourer de bonnes personnes qui vont complémenter Mhm. tout ça. Et est-ce que toi aussi, tu vas accompagner des gens dans le côté aussi, par exemple, recherche de sponsors et ce Non, genre de choses dans des projets? Non, d'accord. non, Toi, c'est juste, tu vas aider à ce qu'ils atteignent l'objectif c'est ça. sportivement. Donc, ok, Ouais, d'accord. concrètement. Hyper intéressant. Exactement. Ce qui est déjà hyper intéressant. Mais je sais qu'il y en a Ouais. qui cherchent aussi à atteindre des choses, à bâtir aussi Mm. une marque Mm. pour justement réussir à développer ça. Et ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui, en fait, c'est quelque chose que par contre, tu fais pour toi. Exactement, j'allais le dire. Ouais, Ouais, c'est quelque chose ouais. que je développe même en ce moment, tu vois. Donc Mhm. ouais, Bah totalement. là, justement, je suis sur ta chaîne YouTube, c'est hyper intéressant. Tu as une stratégie short first, on pourrait dire. C'est un peu ça? Non, non, mais Ouais. c'est pour le coup très valable parce que je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux, en fait. Donc, Ouais, en fait, ouais. c'est très simple. Moi, j'ai commencé toujours par Instagram. Je suis Mhm. passé sur le format long en 2021, mais c'était pour ma première boîte. Donc, on avait une chaîne où Ok, on parlait uniquement de finance et d'investissement. Ma ok, chaîne perso, en fait, je l'ai jamais développée. Quand ok. j'ai vendu et fait l'exit, c'est vendu les parts de ma boîte de l'investissement et de la finance que j'étais plus passionné par ça et que j'avais de nouvelles Mhm. passions. Là, du coup, il fallait restructurer ma brand, il fallait restructurer les choses, mais Ouais. j'avais encore mon compte perso et donc je faisais Mhm. encore du contenu short. Donc le contenu short, j'ai continué à le poster sur Ok. Instagram, oui, sur TikTok, oui, mais j'ai commencé à le poster sur YouTube pour pouvoir commencer à développer une petite base de followers, de visibilité, d'algorithme avant de Ouais. passer sur du format long dessus. Tout Mhm. simplement. Hyper intéressant. Bah, nous, pour le coup, on a eu avec Zone Rouge une logique un peu différente de passer par le format long et en fait de Oui, resplitter ce format long bah oui, en format court. mais bien Mais pour sûr. le coup, ouais, c'est hyper intéressant Et aussi, tu vois. Et parce qu'en fait moi les formats courts que je crée ne sont pas toujours voire quasi jamais en lien avec la vidéo YouTube. Mais non, t'as mais entièrement c'est raison de faire ça parce qu'au final toi tu crées un seul contenu en ouais. soi qui va te permettre de pouvoir publier partout parce que tu Ouais, vas mais par le exemple, transformer en je le sens aussi que il faut aussi que je crée des contenus propres, des choses aussi où bon, après c'est pareil, hein, c'est comme tout, ça me prend du temps. on J'ai peut pas aussi tout ma faire. boîte à côté, donc Voilà. voilà. Mais c'est quelque chose qui en effet serait hyper intéressant. Et tu vois, moi là en ce moment, je me réalise justement dans le côté entrepreneuriat. Donc ça me Ok, motive aussi à faire des choses. Zone rouge, je trouve que c'est la chose la plus passionnante que j'ai faite depuis extrêmement longtemps. ça fait plaisir d'entendre Euh, ça, hein. ouais. Et c'est des contenus que je trouve d'une valeur ajoutée Hmm. rare. Je suis pas D'accord. certain qu'il y ait beaucoup de contenu, de typologie de contenu qui aille aussi profondément Non, dans la psyché des gens, je te l'accorde. etc. Et le but aussi, c'était de faire donc ce qu'on appelle un building public. Et en fait, le building public, c'est le fait de construire une théorie avec les gens, avec les internautes, dans des échanges aussi comme ça. Parce que par exemple, dans le côté objectif, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut aussi se hacker pour devenir entre guillemets un extrémophile. Si en tout cas tu as des motivations qui sont internes, par exemple, je sais pas, tu as subi de la violence, bah vas-y, tu vas aller te motiver et hacker ton cerveau pour justement devenir un extrémophile ou en tout cas réaliser des choses qui sont des choses grandioses. Donc ça aussi, pareil, je trouve que ça fait évoluer un peu la théorie. Et, et toi, est-ce que tu as des gens, par exemple, que tu aimerais bien voir sur Zone Rouge? Il y a des choses qui t'intéresseraient ou est-ce que tu veux me parler un Bah, petit peu par exemple, du contenu sur Louri que t'as pu écouter. déjà en personne que j'aimerais bien voir sur Zone Rouge, oui, en soi j'ai quelques personnes que je Mhm. connais bien qui me paraîtraient pertinents. Je pense à Joey. Joey, c'est un spécimen, ce gars-là, je l'adore. On s'est vu il y a pas longtemps à Annecy. Joey Tryhard, il s'appelle. Ok, Et cette personne-là, elle est super intéressante parce qu'il est vraiment ultra polyvalent dans ce qu'il va faire. Donc ok. vraiment, il va faire autant de l'ultra trail que des challenges de hybrides, de pompes, Mhm. que des saltos, des backflips. Enfin, il est vraiment extrême dans tout ce qu'il fait. D'où le terme Ok, tryhard. Tryhard, c'est un terme qui vient du gaming, qui veut dire hyper vraiment intéressant. voilà, tu vas dans quelque chose à fond.
Et lui, en fait, bah voilà, il va à fond dans tout ce qu'il fait. Et je trouve ça super intéressant parce que lui, il a vraiment ce truc de l'extrême. C'est lui en fait. Quand très souvent, quand tu vas, tu sais, tu penses à des mots, tu penses à quelqu'un. Moi, quand je pense à extrême, c'est vrai que je pense beaucoup à Joey où lui, il est extrême dans tout ce qu'il fait. Mais par contre, c'est un gars avec des valeurs qui est exceptionnel. Où en fait, j'ai jamais vu une personne sur les réseaux être autant proche de sa communauté. Mm. C'est une C'est un, qualité que je lui ai dit beaucoup de fois, mais c'est ouais, exceptionnel. c'est un David Goggins un peu dans l'idée. Ouais, bah, je sais pas s'il aimerait qu'on le compare à Ouais. ça, Ah mais non, bah, mais oui, oui, après, oui. En tout oui. cas, Mm. il est très polyvalent ce qu'il fait. Il fait des grandes choses. Il se donne les Ok. moyens et il est très extrême et franchement, c'est beau à voir parce qu'il a toujours le Mhm. sourire. Il a des très bonnes valeurs, très très Ok. bonnes valeurs. Bon, hyper intéressant. Bah, pour le coup, ça pourrait être aussi quelqu'un que j'aimerais bien interviewer. Et je trouve en plus que ce format live est hyper sympathique en fait. Je suis content qu'on l'ait lancé et que tu été aussi le premier invité parce que en fait, bah, c'est trop cool, tu vois, de pouvoir échanger là-dessus. Ça fait quand même ouais, quasiment 1h15 qu'on discute. J'ai pas vu le temps passer Bon, ouais, et je du trouve tout. Je te confirme. on a abordé des choses aussi qui sont hyper intéressantes. Donc que ça devienne aussi un rendez-vous. Moi, je trouve que c'est hyper cool. Et donc ouais, clairement Joey, je trouve que ça rentre dans les personnes que j'aimerais bien inviter. Mathieu Blanchard, par exemple, Bah pareil, oui, j'aimerais bien bien. sûr, bien sûr. Je suis en discussion aussi avec pas mal d'autres gens, mais je voulais aussi faire donc The French Spider-Man, Alain Robert, que je voulais aussi interviewer. Je Ah prends un bah oui, échange avec on lui. en avait parlé. On en avait Ouais. parlé. Et donc ouais, pareil, Loury forcément. Il y en a plein des aventuriers aussi. Mais tu vois, le contenu avec Loury et même avec Alexis Lando, je m'attendais à ce qu'on fasse plus de vues, pas forcément que les vues soient l'alpha et l'oméga. Et je trouve que par rapport à la qualité du contenu, ouais, c'est un peu Mhm. triste de faire ce genre de choses. Après, bon, mais ça va. Ça va arriver au fur et à mesure et il faut de toute manière aussi en refaire. Et puis ma communauté est très basée sur le MMA, donc quand c'est des gens qui ne sont pas connus Oui. dans le monde du MMA, j'imagine aussi que ça rend les choses un peu plus difficiles, mais hyper intéressant, je trouve, Pourtant, d'avoir échangé là-dessus. tes réels, ils sont bien, et j'aime bien comment tu crées les réels. Mais c'est Ouais, bien, moi je pense que non, en ouais, plus il faut juste il y a continuer. quand même des vues, hein, il y a quand même des vues. Bon, c'est sûr que Ouais, c'est pas des 100 000 vues, etc. Mais quoi il que y t'en en a, as, et quoi que t'en il as, ouais, il cent y en a, mille il y là. en a. Ouais. Il y en a même un Non, 200 c'est 000 il y a bien, pas hein. si longtemps que Non, ça. Donc franchement, non, c'est très non, bien ouais, ce que tu fais, hein. non, mais en fait, c'est aussi la stratégie. Il faudrait que j'y ai un peu plus de temps pour que je puisse faire des choses. Mais oui, on a fait des 300 000, des choses comme ça. Donc c'est Mm. une bonne logique de départ. Et en vrai, on va continuer et essayer de bâtir tout ça tous ensemble aussi. Ça va être un Magnifique. côté de développer vraiment une théorie parce c'est ça aussi la différence, c'est qu'il y a il y a une vraie recherche Il y a un alléguée sens. par de là l'instinct. On a vraiment fait des recherches assez poussées là-dessus pour essayer d'expliquer ces choses-là à tout le monde. Il y a aussi un questionnaire que toi aussi, donc tu as répondu à un Google Form. Mm, Comment mm. tu l'as trouvé d'ailleurs ce Google Ah non, Form? moi j'adorais. C'est ce que je t'ai dit par message, c'est que Mhm. j'adore Ouais. ton approche, Mathieu. Je la trouve Mhm. super intéressante parce que tu vas vraiment creuser dans les choses que personne ne Mhm. creuse, que ce Mhm. soit podcasteur ou pas podcasteur. On ne creuse Ouais. pas autant dans certains sujets et ça m'a fait du bien. Même moi, j'étais curieux. En fait, j'avais envie de Mhm. répondre aux questions, tu vois. Ouais. J'avais envie de partir dans ma tête et de réfléchir à tout ça et de. Non, non, j'ai vraiment bien aimé ta façon ton approche en fait, l'approche sur ce sujet-là. T'avais parlé notamment de la partie sur la théorie de la criticalité, c'est ça, sur la décision. Parce qu'en fait, donc, pour expliquer en fait en sciences politiques, les gens partent du principe, en tout cas les scientifiques partent du principe que on est l'acteur rationnel, donc que les choix qui sont faits politiquement sont toujours faits rationnellement. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours posé un gros souci parce que c'est quelque chose que je trouve pas du tout performatif. La vérité c'est que je pense que les gens subissent la plupart du temps leur choix que le contraire. Et en fait, pour moi, pour symboliser ça, l'idée c'était donc pour symboliser la théorie de la criticalité et de l'auto-organisation, c'est que c'est ce nom-là qu'elle passe. C'est un sablier que tu renverses, et en fait, plus les grains tombent, plus va arriver en fait un seuil qu'on appellera le seuil critique. Mathématiquement, il est impossible de dire quel est le grain qui fera tomber Mm. la pile, ni dans quelle mesure il fera écrouler la pile. Est-ce que ce sera un effondrement complet? Est-ce que ce sera un effondrement partiel? Et se pose donc la question d'un moment en fait qu'on appelle critique. Et ben, je trouve que les prises de décision euh, sont souvent un peu dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on ajoute des grains au fur et à mesure, et d'un coup d'un seul, Bien une sûr. décision va faire tourner le comment dire, le choix d'un côté ou de l'autre.
un exemple aussi que je donne souvent sur ce genre de choses, je me souviens une fois, on sortait avec des potes et on décide d'aller donc à Tours, je suis tourangeau, et pour sortir. Mais en fait, personne n'avait véritablement envie de sortir. Sauf que personne ne le dit, il y en a un qui lance l'idée comme ça. Il y a un paradoxe d'ailleurs qui porte ce nom, qui s'appelle le paradoxe d'Abilène. Je vous encourage aussi à aller le regarder. Et en fait, c'était moi qui conduisais. Et en fait, on conduit, on tourne au rond-point. Et au rond-point, en fait, il y a une voiture qui me coupe la route. Donc en fait, je me retrouve obligé de refaire un tour sur le rond-point. Et sur le tour, je fais putain, j'ai vraiment la flemme d'aller à Tours. Et là, tout le monde derrière fait ah putain, mais moi aussi, en fait, je voulais pas du tout sortir. Bah vas-y, on rentre. Incroyable. Et en fait, tu vois, si on y était allé, potentiellement, peut-être on aurait même passé une bonne soirée. Mais en fait, ce choix qui avait Mm. été fait, c'est juste parce que la voiture m'a coupé la route. Si elle ne m'avait pas coupé la route, le choix, le sablier ne se serait pas effondré et etc. Et donc, tu vois, je trouve que c'est aussi intéressant Intéressant, hein. de montrer que le choix, la criticalité, il est aussi très, très implémental, très incrémental, pardon, le fait de rajouter en fait le plus de strates possible. Et je trouve que dans la réalisation d'un objectif, ton but, justement, c'est d'augmenter la criticalité. Donc d'augmenter soit la difficulté à sortir de ton objectif, soit de te mettre le maximum d'encouragements positifs qui Mm. sont autour. Donc ça veut dire aussi un entourage profond, la nutrition, etc. Et donc en fait que tout ça soit le maximum proche de la criticalité pour que tu ne switches pas en fait Mm. de choix. Ouais, je vois ce que tu veux Voilà. dire. C'est intéressant, ouais. Donc voilà. Et c'était un peu l'idée. Donc on a fait 1h20 quasiment. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais aborder autres des questions que tu voulais poser ou pareil, est-ce que tu veux reparler aussi un petit peu de tes projets autres que le prochain projet qui va te mener en avril là? Non, pas plus que ça. Je pense que la Mhm. conversation est bien allée dans le bon sens. On s'est laissé un peu porter par les sujets. C'est ce que j'ai bien aimé aussi. Ouais, Non, complètement. franchement, si toi tu as des questions bien précises par rapport à certains sujets, n'hésite pas. Mais moi, de mon Mhm. côté, non, je pense qu'on a bien parlé. C'était cool. Après la backyard, est-ce que tu as d'autres choses que t'as tes objectifs, t'as déjà d'autres objectifs en tête? Ouais, j'ai une envie profonde pour moi, déjà pour moi, Mhm. où il y a du sens. Hein. Mhm. J'ai vraiment envie de mettre du sens sur cette aventure-là, mais il y a un truc que j'ai vraiment envie, c'est d'aller faire une nouvelle traversée à vélo. Ok, Et cette fois-ci dépasser un cap de plus de 1000 kilomètres à vélo. Donc ok. j'ai pas mal d'idées, de projets que j'aimerais réaliser, Mhm. qui ont du sens pour moi. Donc je suis en train de structurer un petit peu ça. Donc ça, je vais me le mettre. J'aimerais bien avant l'été. Et Ok. ensuite, après la backyard, j'aimerais du coup, donc enfin non, pas j'aimerais, c'est que j'ai les dossards pour 2 compétitions sportives trail, parce que c'est vraiment le sport qui me passionne le Mhm. plus et où j'arrive le plus à me dépasser et à vivre des choses fortes. Donc je vais avoir le 80 challenge de l'UT4M. L'UT4M, c'est un trail même le plus connu de Grenoble. Ouais. Et le 80 challenge, il consiste tout simplement en fait à faire une course à fort dénivelé. Donc c'est principalement que de la montée. Donc tu vas gravir un sommet, un Waouh. massif Ok. chaque jour pendant 4 jours. Donc tu as 20 kilomètres Mhm. et 2000 de D+, à faire le jeudi, un autre le vendredi, un autre le samedi, un autre le dimanche. Tu fais les 4 massifs, les 4 sommets, et ensuite tu es noté sur ta performance des 4 ensemble. Ok. Ok, hyper Donc intéressant. ça va être super intéressant parce que ça se passe sur 4 jours, donc 4 compétitions en 4 Mhm. jours. Et ensuite, j'en ai un autre qui est vers chez moi, qui est là, qui est vraiment voilà, dans le terroir, qui s'appelle le Trail des Gypaètes. Et là, on va faire le marathon du Bargy, qui s'appelle, c'est une montagne qui est très emblématique vers chez moi, étant donné que toute ma vie, donc j'ai vécu des années ici. En fait, il y a un visage de Darvador qu'on voit dans les montagnes. Et, la montagne s'appelle le Bargy, le Grand Bargy. Et donc là, c'est le trail, le marathon du Bargy, donc un trail de 45 kilomètres et environ 2500 mètres de D+, que je vais faire du coup pour viser la performance. Donc ça, c'est les 2 dossards qui sont déjà pris, en plus de la traversée. Et après, j'ai Mhm. vraiment d'autres projets qui ont du sens, mais ce sera plus des traversées, mais en courant. Et tu vas ça comment dire, les documenter, donc en faire des C'est vidéos ça. YouTube, Ouais, mettre totalement. ton entraînement, etc. Hyper intéressant. Totalement. Ok. Ouais, Ok. totalement. Moi, Bon, mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est mhm. raconter des histoires. Ouais. J'adore raconter l'histoire parce que selon moi, c'est la meilleure façon de transmettre des émotions et des sensations aux personnes et de créer potentiellement des déclics derrière. C'est en Ouais, donc racontant des histoires. ouais, je pense que le storytelling reste quelque chose d'assez Ultra important. ultra important. C'est J'ai exemplaire toujours aimé aussi. ça. J'ai toujours aimé ça, ouais. Ouais. Ouais, pareil, pour moi aussi, en fait, j'ai presque l'impression chez moi que c'est même la chose qui m'intéresse le plus, c'est d'entendre des histoires des gens et raconter Mm. ces histoires-là pour trouver aussi de la motivation et de l'inspiration. Donc non, Mm. franchement, top. Bah, on suivra ça de toute manière. Moi, je t'ai suivi pour le coup
sur ton YouTube et puis de toute façon maintenant sur les réseaux. D'ailleurs, l'idée que, enfin, j'ai une idée qui pourrait aussi t'intéresser et te mettre aussi dans le bateau. Donc, on se refera aussi un call plus professionnel cette fois pour que je puisse t'en parler et Grand plaisir. notamment sur le côté fixation d'objectifs, etc. Donc ouais, franchement, c'était top. Merci beaucoup Antoine d'avoir été le premier invité. Donc, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je pense que je vais pouvoir le publier C'est et ça, ouais. je pense que je t'inviterai aussi en collab. Je sais pas si c'est possible, mais normalement, Alors ça ça, je sais devrait pas. être. Je vais regarder. En tout cas, ce sera fait, ce sera repartagé. Au plaisir aussi d'échanger. C'est quand déjà? C'est en avril? C'est d'ici une vingtaine C'est de c'est jours? le, c'est le 25, je crois, 25 avril. Ah, c'est Est-ce que ça te 25, c'est va si ça. on se refait aussi un live pour que tu me racontes un peu cette Mais traversée-là, avec grand plaisir. la semaine suivante de ton projet? Je vais me le noter comme ça au moins. Grand plaisir. Ce sera fait donc Il y aura vraiment beaucoup 25 de avril. matière à raconter parce que là, C'est je vais en ça. vivre des choses. Ouais, 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 Et totalement. bah le 29, ça me paraît être, tu vois, le mercredi, ça te laisse aussi le temps un petit peu Ouais, de te reposer un peu. ou Ouais, alors le dis-moi. 30 parce que j'emménage dans un nouvel appartement le 28. Eh 28, bah, 29, ça vas-y, va être le short. 30 très bien. Non, mais même la semaine suivante, c'est très bien, mais je vais me le remettre de toute manière le 26 déjà. Et Antoine appelé. Trop bien. De toute Et comme ça, au façon, moins, voilà, ouais, nickel. on reste en contact et je suivrai ça de toute manière. Ça, c'est certain. Je te souhaite aussi toute la réussite et bon courage aussi pour le reste de ta prépa, notamment parce que oui, comme tu disais, tu as eu quelques petites blessures. Donc, j'espère que ça va pas te poser trop de soucis là-dessus. Non. Mais De en tout cas, toute force à façon, toi. Merci beaucoup et ouais, comme je t'ai dit, ouais. Mathieu, une backyard, dans tous les cas, Ouais. en fait, tu vas au bout de toi-même. Que ce soit à cause Bah, des blessures, que ce soit à cause de n'importe hmm, quoi. Dans tous les cas, je vais chercher de hmm. l'extrémité, tu vois, que j'ai peut-être Ouais. jamais connue. Donc, peu importe si je fais moins de kilomètres dénivelés parce que j'ai été blessé, dans tous les cas, je vais arriver à un point où je vais me dire, je dois abandonner. Ouais. Donc, voilà, quoi. Et est-ce que tu as ce côté de tu vas te faire un cheat meal après ta course? Est-ce que tu te prépares le resto en te disant après là pour le coup je vais me faire plaisir. C'est un Je, truc que tu je vas-y, pense que dis-moi. le cheat meal, il arrivera pendant. J'aurai le temps de bien manger Ouais, parce qu'il va falloir que c'est je vrai. mange. Ouais. Oui, ça va être beaucoup des sucres rapides, j'imagine. Donc tu Bah, en auras fait, tu peux pas avoir une stratégie de nutrition comme sur un trail ou une compétition en mangeant des gels ou quoi que ce soit. Il faut que tu manges du solide. Il faut que tu ouais. manges, voilà, des pâtes, tu vois, des gros glucides. Donc Mm. voilà, ça va faire des pâtes pesto. Je sais pas si c'est bien de pesto, on s'enseignera. Mais pas de Ouais. bolo, genre de choses comme ça, tu vois. On trouvera quelque chose Mm. où on prend du plaisir quand même, un minimum. Et là, pour le coup, tu te formes aussi en nutrition ou tu as quelqu'un aussi pour t'accompagner? Ouais. D'ailleurs, ça aussi, c'est une question intéressante parce que vu que toi, tu accompagnes des athlètes, est-ce que tu es aussi accompagné par quelqu'un? Ouais. Je suis totalement accompagné. Ouais, je suis accompagné Mm. par Yann, qui est un ancien athlète Salomon, et donc il m'accompagne tous les jours dans mes entraînements parce que le temps que je consacre à créer des plans, des programmes pour mes athlètes, je n'ai pas envie de Mhm. le prendre pour moi Mhm. et de me poser les mêmes problèmes ou devoir réfléchir à ce que je vais Ouais. faire comme entraînement machin. Je préfère déléguer ça, enlever ma En fait, je vais chercher ce que j'apporte aux personnes avec qui je collabore. Les personnes avec qui je collabore, ils vont chercher en fait une liberté tranquille, sans Mhm. pression. Ils ont un plan, ils savent que s'ils suivent le plan, on va aller au bout, on va réaliser ça. Moi, j'ai envie d'avoir pareil, quoi. J'ai envie d'avoir moins de pression sur ça, de compter sur quelqu'un avec qui, voilà, on collabore bien, on bosse fort ensemble, il me suit bien et on va au bout. Et concernant la nutrition, ben, d'un côté, en fait, je suis obligé d'être bon là-dedans, un Ouais. minimum, parce que Oui. j'accompagne les gens là-dedans, donc j'ai pas trop le Mm. choix. Mais Ok. je continue très régulièrement me former pour apprendre toujours de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses moi-même et de pouvoir les enseigner. Donc, bah, je suppose, bah, après, c'est pour le. Ah, mais quoique, ce sera peut-être aussi. Je vais voir aussi peut-être pour le republier sur YouTube également. Est-ce que tu peux nous indiquer où est-ce que les gens qui ont envie de te contacter, comment ils peuvent Bien sûr. te contacter? Très simple, et bah, sur Instagram, on est sur le bon réseau, donc Tripose Mm. Antoine, @Tripose Antoine sur Instagram. Sur YouTube, c'est pareil, sur LinkedIn, c'est Mm. pareil, sur Strava, c'est Ok. pareil. Assez simple. Donc, ok, bon bah parfait. Donc, suivez. Si vous avez besoin d'être accompagné et de vous fixer des objectifs, contactez-le également. Si vous avez des idées d'invités pour Zone Rouge, faites-le également. Je vous invite à suivre, à passer le questionnaire Ouais, pour savoir quel type d'extrémophile vous êtes. Je vous invite aussi à lire l'essai, à suivre forcément les contenus. On est à 6 épisodes, je crois. Il y a un septième qui devrait sortir bientôt. Faut que je me mette au montage demain. Et un huitième aussi qui a déjà été tourné. Donc, tout ça va continuer. Et donc, suivez tout le monde. Et merci beaucoup en tout cas Antoine, c'était top. Et on bah, se refera ça après ouais, ta grosse performance en tout cas, on l'espère.
Avec grand plaisir et merci surtout à toi de m'avoir Ouais. consacré du temps ce soir au live, l'appel Hop, qu'on a eu aussi auparavant, avec d'avoir grand plaisir. analysé mes réponses sur le formulaire et puis bah Mm. hâte de pouvoir avoir un second échange déjà en appel téléphonique un peu Top. avant et puis Ouais, ensuite un live après la compétition. super, faisons ça. Bon courage en tout cas, et puis au plaisir, on échange de toute façon. Ciao Allez, ciao Antoine, ciao, à bonne soirée à plus. tout le monde. Merci Mathieu, ciao Ciao. ciao.